Bon, ben on s'excuse. Hein. Alors c'est marqué. Je bouge en même temps parce que bon. Alors c'est marqué. Vayamot Yosef, Vechol Ador, Vechol Echa Vechol Adoraou. Donc il est mort Yosef et tous ses frères et toute cette génération. Alors il dit le Or HaChaim Akadosh, il dit comme ça. Akatouv, Ba Lomar, Shekol Zman, Sheechad Min Achim Kayam, tant qu'un des frères était vivant, Ayou Amitri Mechabdim Otam. Donc les Égyptiens respectaient les béné Israël. Et même lorsqu'il restait un seul de cette génération, donc la génération des frères de Yosef, Kayam, qui était encore vivant, ils étaient importants à leurs yeux. Ça veut dire que les Égyptiens n'osaient pas s'attaquer aux béné Israël, ils n'osaient pas les rabaisser, n'osaient pas les rendre esclaves, tant qu'il y avait un de la génération, parce que c'est marqué Yosef est mort, et tous ses frères et toute cette génération. Donc tant que quelqu'un de la génération était vivant, les Égyptiens n'osaient pas rendre esclaves les béné Israël. Ils n'avaient pas la face, ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'insolence de les rendre esclaves. Et en plus c'est marqué là-bas, chez Bemitat Yosef, lorsque Yosef est mort, Yardou Migdulatam, ils sont descendus de leur grandeur, Shayou Me'olim Yotem Ilamitrim, parce que les béné Israël avaient un plus haut niveau que les Égyptiens. Mais quand Yosef est mort, paf, ils sont descendus au niveau des Égyptiens. Après, Venasu Shavim Lahem, ils étaient équivalents. Ou Bemitat Achim, et à la mort des frères, Yardou les Matam et Madrigatam. Par contre, quand les frères sont morts, donc il y a eu la mort de Yosef, la mort des frères et la mort de la génération. Quand les frères sont morts, Yardou les Matam et Madrigatam. Ils sont descendus plus bas que leur niveau. Chez Ayub et Enem Nivzim. Parce qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Donc c'est plus seulement qu'ils leur faisaient pas kavod, ils ne les respectaient pas, mais là ils étaient carrément devenus méprisables à leurs yeux. Aval adaim lo ayub et shabedim laem. Mais ils n'étaient pas encore capables de les rendre esclaves. Verak le archa achar shemet kolador. Et seulement après qu'il est mort, que toute la génération de Yosef, elle a disparu, itrilou le ishtarvet baem, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé l'esclavage. Donc ça veut dire qu'on voit que les Égyptiens ne sont pas venus directement rendre esclaves, mais que l'image des béné Israël petit à petit elle a baissé jusqu'à ce qu'ils ont été capables de penser que c'était normal de les rendre esclaves. Et cette logique d'étape, en vérité, c'est ce qu'on appelle en français l'adaptation. D'accord ? C'est comme un peu le responsable de la propagande nazie, d'accord, qui était un génie de la méchanceté. Il n'a pas dit, venez, il faut tuer les Juifs. Il a dit non, on va faire des lois. D'abord, on va faire de la propagande que les Juifs sont différents, que les Juifs sont une sous-race, que les Juifs ont un grand nez, que les Juifs sont des profiteurs. Après, ils ont fait des lois spécialement pour les Juifs. Donc, on ne peut plus les mettre dans les administrations, on ne peut plus les accepter dans les écoles. Après, on va dire, on va les mettre dans un quartier à part. Après, on n'a plus le droit de faire du commerce avec des commerçants juifs. On ne peut pas se faire soigner par un médecin juif. On peut pas... Du coup, personne ne se faisait soigner. Donc, ils arrivaient... Et petit à petit, jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'il fallait les mettre dans des quartiers à part. Après on leur a dit qu'ils n'avaient plus le droit de marcher sur le trottoir. Ils marchaient sur la rue. Et après, on voyait des nazis qui les frappaient comme ça, et personne ne disait rien parce qu'ils disaient c'est quand même une sale race pourrie de vermines, de profiteurs. Et après, on a dit ben, il faut les déplacer parce qu'ils sont pourris de poux, donc on est obligé de les déplacer vers l'est pour les faire travailler là-bas. Et après, on ne les voyait plus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Étape par étape, étape par étape, étape par étape, étape par étape, jusqu'à détruire complètement l'image pour qu'à la fin, le type, il trouve normal que des gens 50 ans, 60 ans, 70 ans après la Shoah, quand on leur dit, mais je ne comprends pas, vous avez assisté à tout ça, il a dit, mais d'accord, mais c'était de la vermine, c'était obligé de s'en débarrasser. Je ne comprends pas, c'était ton médecin, il a soigné ton père, il a soigné toi, il t'a soigné sa femme, il t'a soigné ton fils. Comment d'un seul coup, ton médecin de famille, il est devenu une vermine? C'est bizarre. Ton banquier, il t'a jamais volé, il t'a jamais truqué, tu as travaillé chez lui pendant des années. Toi, c'était ton patron, c'était le patron de ton usine. Toi, c'était le gros donateur de ton église. Et d'un seul coup, il est devenu un monstre. C'est bizarre. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on peut petit à petit travailler sur l'image de quelqu'un pour détruire son image pour se permettre des choses. Maintenant, moi j'ai donné par rapport à un peuple contre une communauté, mais en vérité au niveau individuel c'est pareil. D'accord ? Quelqu'un il peut avoir une mauvaise image de l'autre, et après parler mal à l'autre, et après jeter l'autre, après mépriser l'autre, après insulter l'autre, et après frapper l'autre. Je dis mais comment tu peux frapper la mère de tes enfants ? T'es pas venu 2 jours après le mariage mettre une baffe. Non, doucement, et t'es une khmara, et tu comprends rien, et t'es gros, et t'es moche, et tu sais quoi, tu m'attires plus, et tu me dégoûtes, et tu m'écœures, et puis tu fais du bruit en mangeant, et tu sens sous les bras, et un jour il a mis un coup de poing. Donc tu vois qu'au niveau communautaire,
ou au niveau individuel, c'est le même principe que la personne, tu la rabaisses, tu la rabaisses, tu la rabaisses, tu la rabaisses, jusqu'à ce que tu peux te permettre. Comme vous-même, ça ne vous dérange pas, par exemple, d'écraser un cafard. Vous dites, oui, un cafard, oui, un cafard, vous écrasez le cafard. Vous ne dites pas, mais ce cafard, il est en train de vivre une souffrance existentielle abominable. Déjà, d'être né cafard, déjà, c'est cafardeux, je veux dire, c'est... D'accord? Il est tout petit, et toi, tu arrives avec tes chaussures, qui pour lui sont d'une taille énorme, il voit un paquebot qui arrive, ouais, et tu lui écrases la... Déjà, tu écrases son fils devant lui. Ah, quelle souffrance, quelle douleur, quelle difficulté. Ouh, tu dis, mais c'est qu'un cafard. C'est qu'un cafard. Et bien après, il suffit de rentrer dans la mentalité des gens pour rendre l'autre comme un cafard, et après, quand tu tues un cafard, c'est rien. Ben, cette logique-là, c'est que d'un niveau à l'autre, une personne, on lui a enlevé son image, on lui a enlevé son respect, on lui a enlevé sa valeur, et après, on fait ce qu'on veut avec. Mais ce qui est intéressant, le Rav Chaim Shmulevitz, il fait remarquer que c'est marqué dans les mots du Or HaChaim Akadosh, Yardou le matam imadrigatam, she'ayu be'enehem nivzim. Ils sont descendus plus bas que leur niveau parce qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Et là, le Rav Chaim Shmulevitz, bien que le Or HaChaim était un Marocain et le Rav Chaim Shmulevitz était un Lituanien, ils ont quand même réussi à se comprendre. Il a dit, mais c'est-à-dire quoi? Tant qu'ils étaient importants, c'est-à-dire tant que les Juifs étaient importants aux yeux des Égyptiens, ils n'ont pas réussi à les rendre esclaves. Mais quand ils ont arrêté d'être importants à leurs yeux, alors ils se sont permis. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est comment on va traduire. She'ayu be'enehem nivzim, qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Est-ce que ça veut dire que les Béné Israël étaient méprisables aux yeux des Béné Israël? Non. Ou alors non. Qu'est-ce que je raconte? Que les Béné Israël étaient méprisables aux yeux des Égyptiens? Ou non, que les Béné Israël étaient méprisables à leurs propres yeux? Parce que quand tu traduis littéralement, She'ayu be'enehem nivzim, tu peux comprendre les deux. D'accord? Tu vas me dire, bon, je comprends que les Égyptiens les méprisent, parce qu'ils les trouvent méprisables. Mais quand tu dis que les Égyptiens les méprisent parce qu'eux se sentent méprisables, alors ici on a appris une chose extraordinaire, c'est que dans le rapport de coexistence à l'autre, en vérité, le regard que l'autre a sur moi, il dépend beaucoup du regard que j'ai moi-même sur moi-même. C'est que si je ne me respecte pas, si je pense que je ne vaux rien, si je pense que je ne suis pas capable, que j'y arriverai pas, et bien automatiquement, je crée chez l'autre un sentiment de supériorité. C'est comme ça. C'est-à-dire que les complexés, ils fabriquent des gens supérieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de vase communicant dans les relations entre les êtres. C'est comme s'il y a deux bassins. Là, il y a un bassin, là, il y a un bassin. Et bien, quand vous ouvrez le tuyau qui relie les deux bassins, et bien, les deux eaux, elles vont se rapprocher. C'est comme il y a l'air de la maison et l'air du dehors. Donc l'air de la maison, il est chauffé, et l'air du dehors, il est frais. Quand vous ouvrez la fenêtre, il va y avoir une espèce de choc thermique entre l'air de la maison et l'air du dehors. Ça se mélange. Et bien toute la vie, en fin de compte, c'est ça. La rencontre qu'on a avec les gens, c'est ça. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Donc c'est ta personnalité, ma personnalité. C'est ma conviction, ta conviction. C'est ma force de caractère, ta force de caractère. C'est mon désir d'exister, ton désir d'exister. Et la conjonction, la communion de ces deux énergies, elle va provoquer des choses. Par exemple, il y a une vérité bizarre, c'est que les victimes sont victimes des bourreaux. Vous savez ça? Les victimes sont victimes des bourreaux. Mais les bourreaux sont victimes des victimes. Ben oui, parce que la victime, elle a besoin d'un bourreau. Et bien des fois, quand elle n'en trouve pas, elle peut en fabriquer un. Donc toi, involontairement, tu deviens le bourreau virtuel d'une victime réelle. Parce que tu n'as rien fait. Ouais. Tu m'as pas parlé. Tu m'as dit ferme-la. Après quand tu parles. Pourquoi tu parles? Je fais quoi? Je me tais. De toute façon, tu n'es jamais là quand j'ai besoin. Bon, puis arrête d'être dans mes pattes. Allez, casse-toi. Bon, alors pourquoi t'es parti? Tu comprenais pas que ça voulait dire reste? Des fois, c'est compliqué. Parce qu'il y a la victime et le bourreau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça veut dire que la victime peut fabriquer le bourreau. Évidemment que le bourreau peut fabriquer la victime. Parce que le harcèlement moral, le dénigrement, le fait de casser la personne, de mal lui parler, ça crée des victimes. C'est que le bourreau a besoin de victimes. Et la victime a besoin de bourreau.
Mais dans l'absolu, eh ben c'est une logique économique. Comme les clients ont besoin du magasin, le magasin a besoin des clients. Et le Rav a besoin des élèves, et les élèves ont besoin du Rav. Alors qu'est-ce qui deviendrait le Rav si personne ne veut apprendre? Il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils feraient les élèves s'ils n'avaient pas un Rav pour leur expliquer? Ils seraient perdus. Donc, ça veut dire qu'il y a une communion nécessaire. Le problème, c'est que la communion nécessaire, ou elle est utilisée, ou elle est subie. Comme des gens, tu vois, ils s'engueulent toute la journée. Toi, tu dis, bah, ça va pas dans votre couple. Il dit, pas du tout, on s'adore. Mais on est comme ça, on crie. Les gens qui crient. Toi, tu dis chérie, passe-moi le sel. Tu dis, passe-moi le sel, mais abruti! Ils s'adorent! Quand tu leur dis, vous voulez pas calmer un peu le jeu? Non, c'est comme ça qu'ils vivent. Moi, j'avais des voisins comme ça en dessous de chez nous. Ils criaient, mais tous les soirs, j'ai dit, il y a un mort. J'ai dit à ma femme, il y a un mort. C'est calme, écoute, sérénité, sourire, convivialité, disponibilité. Et en bas, bon, un jour, effectivement, ils m'ont demandé, mais votre Rav, il s'occupe un peu des couples et tout. À l'époque, il me restait encore un peu de temps. Donc, ils sont venus les deux, un couple de 30 ans de mariage. Puis ils ont vu les photos des rabbins, tout ça, ils sont assis comme ça. C'est très marrant parce qu'elle est un caractère, un mec, et lui, une sauterelle dénudée. Et elle, mais lui, une GG, ce qu'on appelle en psychologie, c'est-à-dire une grande. Et elle aussi. Bon, ils sont venus les deux, j'ai parlé, la solidarité, la compréhension, les tirara, la colère, les nerfs, gentiment, bon, ils étaient contents, très bien, super. Puis au moment de sortir, la femme, elle me dit, oh, merci beaucoup en tout cas de cette soirée, ça n'a pas été évident pour vous, quand même 6 heures à écouter des brels, mais elle me dit, j'espère que la prochaine fois, il y aura plus d'ambiance. C'est là que j'ai compris qu'en fait, quand ils s'engueulaient, ils vivaient. Quand ils s'engueulaient pas, genre, c'est une soirée de raté, quoi. Mais des cris, mais des incroyables. Et toute la famille criait, les enfants, la famille, les mères, le frère, tout le monde criait. Genre, tu dis pas à ton fils, viens à table. À table! Écoute ta mère! Tiens, amène le plat! Ça, comme ça. Mais des cris. J'ai dit, on va trouver des morts, c'est pas possible. Eh ben non. C'était leur vécu. Ouais. Et toi, au contraire, tu dis, mais non, tu rentres chez toi, tu as besoin du calme, tu as besoin de la sérénité, non. Et parce que ce qui est la folie pour l'un, c'est la normalité pour l'autre. Donc le problème, c'est quand deux personnes se rejoignent et qui ne sont pas du tout dans le même mode de fonctionnement. Je ne sais pas si vous... C'est comme par exemple, des fois les gens ils m'appellent, ils me disent, vous trouvez ça normal, elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça, il a fait comme ça, elle a fait comme ça, comme ça. J'ai toujours cette phrase. J'ai dit, mais pourquoi vous continuez à vouloir être raisonnable avec quelqu'un qui n'est pas raisonnable? Raisonnable, c'est quelqu'un qui fonctionne selon sa raison. Mais l'autre qui est dans la colère, ou dans la névrose, ou dans la drogue, ou dans l'alcool, il n'est pas dans la raison. Alors toi tu dis, mais quand même, qu'est-ce que ça lui coûterait? Mais elle pourrait faire un effort, mais il pourrait dire merci, mais il pourrait se calmer. Mais il ne peut pas, le mec, il est fou. Ouais. L'autre, elle est dans la souffrance. L'autre, elle est dans la colère. L'autre, elle est dans un état second. C'est bien que Kavod et vodka, c'est les mêmes lettres. Le Kavod, c'est le respect, la vodka, ben, c'est la vodka. Et bien, quand la vodka rentre, le Kavod sort. Donc méfiez-vous des gens qui vous disent je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Non. Non. Ça veut dire que ça va mal se passer. Et bien cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'il y a deux personnes qui se rencontrent. Et c'est un petit peu ça, l'enfer de l'existence. D'après nous, c'est le paradis, mais d'après certains, c'est l'enfer. Ça veut dire que c'est l'enfer de la différence. Et le bon Dieu, il a fait ça. Vous savez qu'il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Sur ces 100 milliards d'étoiles, il y a combien de centaines de milliers de galaxies. Et dans toutes ces galaxies, dans toutes ces étoiles, dans toutes ces planètes, il y en a une seule viable. C'est la nôtre. On n'a pas encore trouvé sur Mars, ou là sur Cacahuète, ou sur Bounty. On n'a pas trouvé encore de la vie. D'accord? Mais ici, oui. Alors moi, une fois, j'ai posé la question. Étant donné que il y a des gros, il y a des maigres, il y a des intelligents, il y a des brels, il y a des gens intéressés, des gens désintéressés, il y a des religieux, des pas religieux. Puisqu'il y a tellement de planètes, pourquoi le bon Dieu, il n'a pas fait une planète par genre? C'était mieux. C'était plus simple. Oui, tous les gros, ils sont sur une planète. Ils sont bien. Oh, t'as maigri. Oh, t'es fou, tu m'insultes. D'accord? Donc, tous les maigres, ils sont ensemble. Oh, j'ai pris 1 gramme. Oh, t'es folle, chas de shalom. D'accord. Oh, t'as dû réfléchir. D'accord. Donc, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, ça aurait été bien. Non, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a dit tout le monde sur la même planète. Et tu vas passer ta vie à côtoyer des gens dont le défaut majeur, c'est qu'ils ne sont pas toi. Et il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 7 milliards. Donc il y a 7 milliards de gens qui ne sont pas toi. Je ne sais pas si vous... C'est fatigant. Ils n'ont pas la même pensée, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont même pas les mêmes intérêts. Parce que c'est rare de trouver des gens dont les intérêts sont les tiens. Parce que chacun a ses intérêts. Et chacun a sa vision. Et chacun a son logiciel de perception de la réalité. Et chacun a son mode de sensibilité. Et son esprit. Et son vocabulaire. Et sa communication. Et son langage. Tu te dis, bon, je peux pas. Comme ça. Tous. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Keshen shepar soufehem shonot, car dartehem shonot. De la même manière que les visages, leurs visages sont différents, leurs esprits sont différents. C'est-à-dire que tout le monde est différent. Mais c'est fatigant. On ne pourrait pas tous les mêmes. C'est comme tu vas au supermarché. Par exemple, tu veux une bouteille de Contrex. Bon, sans publicité, bien sûr. Tu prends une bouteille de Contrex. Tu te sers, tu bois du Contrex. Ah, tu dis, ah, elle est bonne. Ouh, ça aide à digérer. Tiens, j'en prends. Le lendemain, tu prends une bouteille de Contrex. Hop, du vinaigre. Bon, peut-être c'était une erreur. Après, le lendemain, tu reprends une autre. Hop, de l'ammoniac. Mais c'est dégueulasse. Non, toutes les bouteilles de Contrex, je m'excuse de choquer les gens, sont remplies d'eau de Contrex. C'est comme ça. Oui. Et bien, ça ne marche pas comme ça chez les hommes. Tous les religieux ne sont pas religieux. Tous les intelligents ne sont pas intelligents. Tous les médecins ne sont pas normaux. D'accord. Tous les juifs ne sont pas juifs. Tous les goïs ne sont pas goïs. C'est compliqué. Tu ne peux pas nous faire des bouteilles de Contrex. Facile, c'est une bouteille. Et même moi, à mon humble niveau, parce que moi, je n'ai pas la chance de côtoyer comme vous plus de 20 000 personnes par an, j'ai renoncé à faire des groupes. C'est très facile, les groupes. Les grands, les maigres, les religieux, les pas religieux, les cultivés, les rapides d'esprit, les lourds, les cinéphiles, les chianophiles. C'est facile de faire des groupes. Ouais. Mais non. Pourquoi? Parce qu'une personne, c'est pas un groupe. Une personne, c'est une personne. Et une personne, quand elle est vraiment une personne, elle ressemble à la personne. Donc la seule manière de connaître la personne, plutôt que de l'assimiler à l'ensemble des personnes auxquelles elle semble ressembler, il faut que tu réussisses à savoir qu'est-ce que cette personne a personnellement de différent dans sa personne. Voilà. Donc tu laisses parler la personne, tu laisses exister la personne, tu respectes la personne, et après tu dis, tiens, tu vois, je comprends la personne. D'ailleurs, c'est rare les gens qui comprennent les personnes. Parce que les 3 quarts des personnes ne veulent pas comprendre la personne. Ils veulent juste savoir dans quel groupe la personne est. Ah, vous les Tunisiens, vous les femmes, vous les hommes, vous les gros, vous les maigres, vous les gens intéressés, ah, vous les riches, vous les pauvres. Je sais, je comprends que intellectuellement ça peut rassurer, c'est plus facile de gérer par groupe que gérer par personne. Parce que si tu te dis qu'en fin de compte il y a 7 milliards de groupes, puisque chaque personne est un groupe en soi, mais chaque personne est une galaxie, chaque personne est un système, avec d'autres lois, d'autres principes. Tu dis non, je ne pourrais pas. Déjà ton système à toi, déjà tu as du mal, tu ne comprends pas ton corps, tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu as envie de l'argent et après tu veux rentrer dans la Torah et après tu veux faire des avérotes et tu veux faire du poker et après tu veux te lever le matin et ta mère elle dit poker tov. C'est pas facile. Déjà tu es perturbé avec toi-même. Alors comment tu vas faire à t'adapter à l'autre? Alors il y a des gens, pour essayer de s'adapter, on se donne du temps, ce qu'on appelle le mariage. Il y en a pour s'adapter à eux, on se dit bon bah a priori je dois le connaître puisqu'il vient de moi, ça s'appelle les enfants. Il y en a tu vas t'adapter parce que tu dis quand même je viens d'eux, ça s'appelle les parents. Il y a des gens, tu dis, bon, bah, par nécessité partenariale, ça s'appelle des associés. Il y en a, bah, ça s'appelle un partenariat émotionnel, ça s'appelle de l'amitié. Donc on essaye de trouver des ponts pour se rapprocher de gens qui normalement, par affinité, se ressemblent et se rapprochent. Ça va? Et quand même, c'est pas évident. Parce que même dans l'amitié, il y a des déceptions, dans le couple, il y a le feu, dans les relations parents-enfants, il y a la fracture. Donc pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi? Si c'est nécessaire, ça ne devrait pas être compliqué. Par exemple, vous savez que l'oxygène est nécessaire.
Eh bien, pour l'instant, malgré le niveau de pollution extraordinaire, on ne paye pas pour respirer. Pour l'instant. Imaginez un jour, il y aura des distributeurs dans la rue d'oxygène, et tu mettras une pièce, hop, et tu pourras respirer. 3 €. Et après, tu cours à un autre distributeur. Après, en marché noir, il y aura des tickets d'oxygène. Non, pour l'instant, au Hachem, toute la fenêtre, tu respires. C'est bon, c'est gratuit. Tu veux de la lumière, il y a de la lumière. Ah, il fait beau, tiens, de la lumière. Ah, il fait un peu sombre, hop, il y a de la lumière. Un jour, la lumière, elle sera payante, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le Rav, bon, ça a l'air d'une blague comme ça, mais le Rav El-Khalan Wasserman, il dit que, tu vois, que les fondamentaux sont toujours accessibles et gratuits. La lumière, c'est gratuit. L'air, c'est gratuit. L'eau, c'est pratiquement gratuit. D'accord? Par contre, les diamants, c'est cher. C'est pas fondamental. Tu dis, mais quand même, un beau diamant, ça fait plaisir. C'est rare qu'un gars dans le désert, avec 600 kilos de diamants, il survit. Il est mort. Il est mort riche. Il est mort. Qu'est-ce qu'il aurait donné pour avoir une cruche d'eau? Peut-être 100 kilos de diamants. Peut-être 200. Peut-être même 600. Il est mort. Parce que les diamants, même s'ils sont translucides, on ne peut pas les boire. Donc quand tu mets une échelle du fondamental, du vital, et du moins fondamental et du moins vital, et ben tu verras que le plus accessible et le plus vital, c'est le moins cher, et le moins accessible et le moins vital, c'est le plus cher. Bizarre. Donc si c'est tellement vital de respirer, et c'est tellement vital de boire, alors moi je dis, mais c'est vital d'exister. Et puisqu'on sait que pour exister, on a besoin aussi de coexister, alors comment ça se fait que c'est tellement compliqué de coexister puisque c'est vital? Vous suivez ou là? Alors je sais que parmi vous, il y a des pessimistes qui vont dire, eh ben ça prouve que c'est pas vital de coexister. Voilà, on n'est pas obligé. Qui crèvent tous du moment qu'il me reste de l'air, qui s'étouffent tous, qui s'éteignent tous, qui meurent tous. Parce que là, il me bouffe mon air, là. Là, il me bouffe mon fric, il me bouffe mes bénéfices. L'autre, il m'a pris mon zivoug. Il a épousé ma femme, je te le dis. Je l'ai regardé, je la connaissais depuis Yavne. Il est venu, monsieur, il l'a dragué, il est parti avec elle. Et moi, tout ce que j'ai rêvé d'elle, eh ben, pourquoi tu ne viens pas parler? Je pensais que ça c'est Mina Chanaïm. Mais elle est en face de toi, va lui parler. Non, c'est honteux, ça se fait pas, ça se fait pas. Ah, les goyotes, ça se fait, mais les feuilles, non. En boîte de nuit, monsieur, la teuf, la fête, là. Mais avec les feuilles, là. Bonjour. Il n'a pas sûr de lui, il n'a pas l'air sûr de lui. Et l'autre, qu'est-ce qu'il y a alors? Bonjour mademoiselle, elle est mignonne la gazelle. Eh ben il l'a épousée, voilà. Il l'a épousée. Et tu l'as regardé lorsqu'on fait le genre de la faïence. Eh ben, et ça n'a rien passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est les uns en face des autres, et on est tous différents les uns des autres, et on a tous peur les uns des autres, et on a tous besoin les uns des autres. D'ailleurs, il y a 2000 ans, une pop star, un gars de chez nous qui a mal tourné, il a lancé un tube, ça s'appelait « Aimez-vous les uns les autres ». Bon, c'était une reprise de Lévitique, mais... Bon, ça va? Ben, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que le respect, c'est quoi le respect? Le respect en hébreu, c'est le kavod. Maintenant, le kavod, on va prendre par les choses les plus simples. Par exemple, en hébreu, les chabed et tabaït, ça ne veut pas dire respecter la maison, ça veut dire nettoyer la maison. Par exemple, si le parterre, il est tellement encombré de chemises, de papier, de khalala, que tu ne vois pas le parterre, alors quand tu es Mechabed et Tabaïd, ça veut dire que tu vas enlever tout et tu vas faire apparaître le parquet. Tu dis, mais tu avais un parquet de folie, on ne le voyait pas, il y avait tellement de choses, tellement de meubles. C'est vrai comme des gens qui cumulent tellement des cartons, des trucs, des choses. Ils ont une maison pourrie. Tu dis, mais attends, mais va aère-toi, ça sert à rien, jette-le. Tes cahiers du CM2, tu n'as pas besoin de les garder. D'accord, tes vieilles revues, genre tu as gardé de 28 ans et tu les relis jamais, balance-les. Les vieux trucs que tu mets plus, ça sert à rien. De toute façon, tu fais du 48 maintenant. Alors qu'est-ce que tu fais avec des jupes du 38? Ça sert à rien. Oui, mais Akbal, si Dieu veut, ça va revenir. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Comme l'a dit le Rav Cellulite, c'est terminé. D'accord?
Donc tu prends tes jupes, tu les balances. Eh ben t'en rachèteras d'autres quand tu auras maigri, blinéder dans un autre guigou. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Et ben d'un seul coup, tu vois clair chez toi, tu dis waouh, on voit le parterre, on voit les meubles, ça aéré, enlève tous ces posters, tous ces trucs, tous ces racornis, ces khalala. Clair, waouh, oh, respire. Ça s'appelle les Chamed et Tabaït. Et ben un jour, si tu veux, tu vas faire ça avec ta tête. Au lieu de garder tes souvenirs, tes ambiances, tes rêves, tes fantasmes, tes stress, et tes regards, et tes complexes de petite fille, et de parents, et de mère, et de sœurs, et de frères. Fais le ménage. Hop, 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 hop. Fais le ménage. Allez, le passé, c'est le passé. Allez, hop, c'est fini. On passe à autre chose. D'accord? Le présent, on prend que ce qui est réel. La peur, c'est que ce qui fait avancer. D'accord? La culpabilité, c'est fait pour rebondir. Et on avance. Là, tu vois, il n'y a plus rien. Un espace, ton bureau, il est nickel. Ta vie, elle est claire. Les gens, ils n'aiment pas. Mais soubah, on dit en hébreu. Embrouillé. Très loin. Je sais pas, je le fais pas, je travaille, je passe le bac, je rentre à l'échiva, j'épouse une religieuse, j'épouse une pas religieuse. Sois clair, clarifie-toi. Mais clarifie-toi. Et tu verras que les choses, elles sont simples. Mais les gens ont bien l'embrouille. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Non, tu dois être clair. T'es comme ça ou t'es comme ça. Tu veux ça ou tu veux ça. T'as faim ou t'as pas faim. T'as pas faim, ne mange pas. Non, mais j'ai pas faim, mais tu sais quoi, je regarde un film, je mets à côté de moi les tablettes de chocolat. Oui, mais quand même 8 tablettes. Il était long le film. L'autre, il se fait la petite kémia, c'est le film, petite kémia, 22 000 calories, baba. Tu peux pas te taper une dame trop tout seul. Avec un quart de boucha, ouais, et tu dis, je vais bien dormir. Mais non, tu vas pas dormir, tu vas prendre un coma éthylique. Mais c'est un petit kiff. Pourquoi tu manges en étant inconscient? Comme tu ne peux pas manger en dormant, alors tu manges en regardant la télé. C'est pour ça que t'es devenu tabose. Non. Alors je te dis, qu'est-ce que tu fais en mangeant? Tu combles un vide. Tu sais quelle est la différence entre consommer et consumer? Une lettre. Une lettre. Le O et le U. Maintenant, quand tu regardes la consommation de O, ouais, eh ben tu vas consommer la nourriture. Sinon, c'est quand tu as eu. Donc tu peux manger, c'est pas grave. Il faut avoir un projet. Alors quand ton projet il est plus grand que ton assiette, tu vas consommer la matière pour atteindre ton projet. Mais si ton projet il est plus petit que ton assiette, ben ton projet c'est ton assiette. Donc tu vas consommer ton assiette. Ça s'appelle la boulimie, ça s'appelle le transfert. Donc les gens qui manquent de tendresse, ils mangent sucré. Les gens qui manquent de pêche, ils mangent salé. Parce qu'ils veulent mettre un peu de salé dans sa vie. Ouais. Non, c'est les larmes qui sont salées. Ce ne sont pas sucrées les larmes. Parce que c'est la ramma qui sort par les yeux. Ce qui ne sort pas par la bouche, ça sort par les yeux. Mais donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis non. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas exister pour manger. Je vais manger pour exister. D'accord? Je vais pas travailler pour gagner de l'argent. Non, je vais travailler pour me réaliser. Je ne vais pas étudier la Torah parce que j'ai peur de mourir. Non, je vais étudier la Torah parce qu'elle est belle et parce qu'Hachem me l'a demandé. Tu changes ton esprit. Ça s'appelle le kavod. C'est-à-dire que le kavod, si ça s'appelle nettoyer la maison et nettoyer, c'est faire apparaître le beau qui est caché derrière la crasse, et bien l'echabed, de respecter la personne, c'est d'enlever le mauvais regard pour faire apparaître le meilleur de la personne. C'est ça le respect. C'est pour ça que je vous avais résumé que le respect, ça s'appelle, il y a un cours qui s'appelle le droit au respect. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Non? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Donc, je dis que le respect, c'est le droit d'être que tu donnes à l'autre. Maintenant, je vais vous libérer d'un poids extraordinaire, d'une névrose et d'une souffrance incroyable qui pourrit la vie des 3/4 des gens de ce monde par une seule phrase. Vous êtes prêts? Vous voulez vous soigner ou non? Vous allez dire, on n'est pas malade. Je sais. Il n'y a que moi qui suis malade ici. C'est vous qui assistez à mes séances de thérapie personnelle en voyeur. Je vous donne le secret. Écoutez bien ce que je vous dis.
pour éviter de tomber dans la névrose de la souffrance de l'existence de l'autre, il y a une phrase que vous devez vous répéter au moins 2 fois par jour. Vous êtes prêts? 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 Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Personne ne te prend ta place. Personne ne te prend ton air. Personne ne te prend ton mazal. Personne ne t'écrase, personne ne te détruit. C'est rien que dans ta tête. Ça veut dire que exister, c'est se réaliser à l'extérieur. Ex, isté. Ex, extérieur, isté, être. Maintenant, il y a de la place pour tout le monde peut exister. Maintenant, si toi, tu as l'impression que la forte personnalité de l'autre, elle t'empêche d'exister, parce que c'est quoi la personnalité? C'est l'empreinte de la personne dans la réalité. C'est un mot composé. La personne, elle est à l'intérieur, et puis elle existe. Quand elle existe, la personne, elle va imposer sa personne dans la réalité. Ça s'appelle la personnalité. Maintenant, quand la personne n'arrive pas à réaliser sa personne dans la réalité, on l'appelle la personnalité. Alors tout le monde te dit, mais tu dors ou quoi? Mais réveille-toi, mais ouvre les yeux, parce que tu dors, c'est une personnalité. Tu ne dois pas être une personnalité, tu dois être une personnalité. Maintenant, pour que ta personnalité, elle s'exprime dans le réel, et que tu marques de ta personnalité, que tu mettes l'empreinte de ta personne dans la réalité, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre, dans ta façon de parler, dans ta façon de décorer ta maison, dans tes projets, dans ton business, dans ton œuvre d'art, dans ta Torah, pour que ta personne, elle soit imprimée dans la réalité, il faut exister. Voilà, je l'ai dit. Et pour exister, c'est-à-dire pour ça que j'ai écrit le premier livre, il y a beaucoup de gens qui l'achètent, mais peu qui le lisent. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Pourtant, ce n'est pas une mezouza. Mais j'ai votre livre, je l'ai. Je suis content. Moi aussi, j'ai des toilettes, mais bon. Le livre, il faut le lire. Il faut le relire. Il faut le re-relire. Après que vous l'avez bien compris, parce que ça prend au moins 3 lectures, après vous le relisez, mais avec un regard personnel. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme une espèce de miroir de votre personne. Et là, vous prenez des notes sur les côtés, d'accord? Vous vous identifiez aux idées et ensuite vous essayez de les adapter à votre regard, c'est-à-dire que vous prenez la distance qui existe entre ce que vous venez de lire et ce que vous êtes, et ensuite vous trouvez la démarche pour traverser la jungle de la difficulté et pour atteindre le résultat qui est écrit sur la feuille par rapport à la distance où vous vous trouvez en lisant le livre. Ça va? Voilà. Et là, vous pouvez venir me voir et me dire, j'ai lu votre livre. Là, je suis content. Là. Mais si vous me dites, c'est compliqué quand même, hein. Il y a des phrases un peu longues, des fois on ne voit pas très bien où est-ce que vous voulez en venir, puis c'est quand même moins marrant que les cours, il y a moins de blagues. Donc l'idée c'est quoi? C'est que respecter, c'est donner le droit d'être. Donc quand vous respectez l'autre, en fait, vous avez 2 fonctions. Une fonction, c'est de créer un espace pour que l'autre puisse exister. Donc si tu écrases l'autre, ne dis pas comment ça se fait que tu n'arrives pas à exister. C'est comme les gens qui te parlent, ils se collent à ta figure comme ça. Alors voilà ce que je voulais te dire. Tu comprends? J'ai besoin de savoir. Tu veux ou tu veux pas? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu dis, écoute Maurice, recule un peu. D'abord parce que tu as un haleine, je vais mourir. Et deuxièmement parce que je ne peux pas t'entendre, parce que je suis tellement choqué par la résonance de ta voix dans mes os que j'arrive même plus à me concentrer sur ce que je dois répondre. Donc je crée un espace entre toi et moi pour que toi tu puisses exister. Ça s'appelle l'espace existentiel. Donc dans le respect, il y a un espace. Comme tu laisses l'enfant, tu laisses le choix, tu proposes la question, tu proposes le service, tu proposes la demande, tu proposes une attente, tu proposes, pas tu imposes une attente. Je te préviens, si tu viens pas, je vais mourir. Pas tu imposes une attente. Tout ça, c'est de ta faute. Alors j'espère que tu vas te rattraper par un chantage émotionnel. Non, je te propose. Cet espace que je crée pour que toi, tu puisses exister, ça s'appelle le respect. Mais il y a un autre respect. Il y a le respect dynamique. Il y a le respect levier. C'est-à-dire qu'en te respectant, je te donne envie d'exister. Je te dis bravo pour ce que tu fais. Tu es magnifique, c'est extraordinaire. Quelle intelligence. Je retiens ton nom.
Je m'intéresse à ce que tu fais. Je prends du temps pour toi. Je te consacre du temps. Et bien là, qu'est-ce que je fais? Je crée une dynamique, levier, pour te faire exister. Ce qu'on appelle en français un décapsuleur de potentiel. Ça va? Donc il y a les deux. Il y a créer un espace pour que l'autre existe, et il y a créer une dynamique positive pour faire exister l'autre. Que je ne suis pas obligé de le faire. Un peu comme une bouteille de coca. Quand vous vous l'ouvrez, elle fait pshh. Après, vous mettez bien le doigt dessus et vous la remuez. Eh bien, je m'excuse de vous le dire, mais quand vous allez la lâcher, elle va exploser. Ça part de partout. Ben, c'est pareil. Une personne, elle est tranquille. Elle est tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle est enfermée. Son potentiel n'est pas réalisé. Vous lui donnez un espace d'ouverture. Alors, elle fait pshh. Et c'est tout. Mais si vous la remuez, si vous la bouleversez, elle va éclater. Maintenant, tu peux la bouleverser négativement en la traitant de tous les noms, ou tu peux la motiver positivement et elle va éclater son potentiel et elle va réaliser des choses incroyables. En fait, tu as remué les gaz à l'intérieur. C'est Laura Vorangina qui a dit ça. Ceux qui l'ont connu. Remuez-vous, pour reprendre le verset connu. D'accord? Mais, vous êtes bien sérieux ce soir? Ah, quand même, il y en a un qui rigole. Bon, donc qu'est-ce qui est marqué? Ah non, c'était secouez-moi, je ne me rappelle plus. C'est quoi la pub d'Orangina? Secouez-moi? Pourquoi? Bon, c'est notre génération. Ils ne peuvent pas comprendre. Même Bounty, je ne sais même pas si c'est... Bon, alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Je n'ai pas fait la mise à jour, excusez-moi, je me suis endormi il y a 22 ans. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le respect, c'est de donner à l'autre le droit d'exister. Donner à l'autre le droit d'exister, ça veut dire, on a dit deux choses. Créer un espace pour que l'autre puisse exister. Donc, je respecte ton espace vital. Et créer une dynamique positive qui vont bouleverser chez toi les potentiels pour qu'ils se réalisent. Ça va? C'est comme si on dit, tu vois, voilà, je fais un test avec toi, un test mécanique. Si j'ai de l'eau dans une marmite et que je veux la récupérer, elle est pour l'instant congelée, je voudrais la récupérer, mais sans toucher la marmite. Comment je peux faire? Je veux récupérer, je veux mettre la marmite, l'eau qui est dans la glace qui est dans cette marmite, je veux la mettre dans cette bouteille, mais je veux pas je veux pas toucher la marmite. Comment je vais faire? C'est très simple. Je vais rendre hermétique la sortie de la marmite, je vais mettre un alambic qui va aller jusqu'à la bouteille. Et ensuite, je vais mettre un feu en dessous, un feu doux en dessous de la marmite. La glace, elle va se fondre. Comme elle va se fondre, elle va devenir liquide. Liquide, elle va devenir vapeur. Vapeur, elle va aller dans l'alambic. L'alambic, elle va se refroidir au fur et à mesure. Elle va redevenir liquide et elle va tomber goutte à goutte dans la bouteille. Et j'ai récupéré dans la bouteille ce qui était dans la glace sans avoir à toucher la marmite. Ça va? Voilà. Et bien, la marmite, c'est ton extériorité. La glace à l'intérieur, c'est ton intériorité. Parce que des fois, on sent que ton potentiel est gelé. Et comme disait le professeur Picard, un congelé vaut mieux que deux tu auras. D'accord? Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un feu doux. Le feu doux, c'est quoi? C'est tendresse, encouragement, amour. D'accord? Maintenant, il faut la marmite, parce que la marmite, c'est ce qui protège. Si tu mets le feu directement sur l'eau, si ta passion, elle est trop agressive, parce que bien que c'est par amour que tu as détruit l'autre. Non, tu mets la marmite. La marmite, elle protège, pour que l'autre ne reçoive que l'impact de la chaleur et non pas l'impact de la brûlure. Ouais, ça sert à rien de dire, tu sais, t'es nul, t'es une pauvre fille, t'es une sale race, t'es une pourriture, comme ça, tu sais, grâce à moi, elle s'est prise en main. Bon, elle s'est suicidée, mais elle s'est prise en main. Elle avait eu son bac, tu vois. Non. Donc la chaleur, c'est l'encouragement, c'est cet amour-là, en dessous de la marmite. La marmite, qu'est-ce qu'elle va faire? La chaleur, elle va bouleverser le statut de la glace, qui va se liquéfier. D'ailleurs, elle te dit, écoute, tu m'as bouleversé, elle s'est liquéfiée. Tu sais, j'ai mon cœur qui s'est... Oh, j'ai fondu. On dit en français, j'ai vraiment fondu pour toi. Bon, grâce au braise de l'amour. C'est toute une question de cuisson, finalement. Et ensuite, eh ben, mon potentiel, il s'est exprimé. Donc, la vapeur, elle est sortie. Donc, j'ai commencé à parler, à dire, à réaliser. L'alambic, eh ben, c'est le parcours existentiel que je vais faire, mon travail, mes études, ma religion. Et le goutte à goutte, c'est ce que je produis de moi-même qui va se cumuler dans la bouteille pour retrouver exactement là la personne réalisée et là la personne potentielle. Eh bien, toute cette mécanique que j'ai mis en place pour que tu te réalises s'appelle en français le respect. Ça va? C'est clair pour vous? Oui, non, oui, non. C'est vraiment clair? Je suis pédagogue un peu quand même. Donc,
Là, vous devez gagner au moins 4 ans de faculté de psychologie, plus 3 ans de thérapie. Mais, alors je vous dis comment on le sait, par l'inverse. Vous savez que les nazis, malgré leur nom, nazes, ont été des génies de la méchanceté. Vraiment. D'accord? Alors, dans un camp de la mort, il y avait quelques règles, qu'on va voir comment elles étaient nécessaires. Il fallait, d'abord quand la personne arrivait, on lui enlevait son nom. Elle devenait un numéro. Ensuite, on lui enlevait ses habits. Tu es venu habillé en Hugo Boss ou tu es venu habillé en Conforama, tout le monde en pyjama à rayures, avec une ficelle. Il paraît que Madame de Rothschild, quand on les a amenés pour les faire rentrer dans les wagons à bestiaux, elle a dit mais enfin, où sont nos wagons personnels? Elle n'a pas compris qu'elle partait dans les camps de la mort. Elle avait ses wagons personnels à eux, tout cuir, tout acajou, ils l'ont jeté dans un wagon à bestiaux, elle n'a pas compris. Tellement elle était dans son modèle de milliardaire qu'elle n'a pas compris ce qui se passait. Donc qu'est-ce qu'il faisait le nazi? Dès que tu arrives, il t'enlève tout. Ta richesse, ton truc, ta truc. Après, il te rase les cheveux, il te rase la tête. D'accord? Et après, il te fait travailler un travail complètement débile. Genre, vas-y, fais un trou ici, vas-y, rebouche le trou, vas-y, monte un mur, casse le mur. Ou alors, tu sais quoi? Tu vas faire un escalier. Ils vont faire un escalier. Je ne sais plus si c'était à Mauthausen, je ne sais plus, ou Bergen-Belsen. Ils ont fait un escalier. Mais cet escalier, il ne servait à rien. Parce qu'ils devaient monter des charges de 60 kilos en haut de l'escalier, mais en haut de l'escalier, il n'y avait rien. Il fallait redescendre l'escalier. Et ils mouraient en montant l'escalier. C'est-à-dire, ils t'ont montré la mort de l'inutile, la gratuité existentielle pour rien. Et à part ça, le déporté n'a pas le droit de parler avec le nazi. Le nazi est une race supérieure. Tout le monde sait que ce sont tous des bons à rien. D'accord? Donc, il a droit, le déporté a le droit de parler avec un autre déporté, mais le déporté n'a pas le droit de parler avec les super salauds, ce qu'on appelle les SS, d'accord? C'est un très haut niveau. Donc, une race supérieure. Super. Maintenant, regardez bien les règles. Quand tu arrives, on t'enlève ton nom. Parce que ton nom, c'est quoi? C'est ton identité. On t'enlève ton image. Parce qu'on t'enlève tes habits et on te rase la tête. On t'enlève ton acte. Parce que de toute façon, ton acte, il vaut rien, parce que de toute façon, tu vas sortir par la cheminée. Et on t'enlève ta parole parce que tu n'as pas le droit de parler à quelqu'un de race supérieure. Or, rappelez-vous que ces 4 éléments, d'accord, le 5e élément, bon, il y a déjà eu beaucoup de... Donc, les 4 éléments, la parole, l'acte, l'image et le nom, ce sont les 4 axes existentiels de quelqu'un. Parce que comment tu existes? Ton nom te représente. Par exemple, toi et moi, on connaît Chaim. Tu connais Chaim? Oui, bien sûr, je connais Chaim. Tu sais, Chaim, il est comme ça. Chaim, comme ça. Tu veux rendre service à Chaim? Qu'est-ce que tu penses pour Chaim? On peut faire quelque chose pour Chaim? On fait un chiffre pour Chaim? Tu vois, on est en train de parler de Chaim alors que Chaim n'est pas là. Donc, Chaim, ça, le nom représente l'existence de la personne. C'est pour ça que les gens se vexent quand on se moque de leur nom, alors qu'en fait, ils ne l'ont pas choisi. Parce que c'est ta représentativité. Ton nom te représente. Quand tu dis tu fais des choses en mon nom, d'accord? Ou tu as profané mon nom, ou tu as grandi mon nom, ou tu as élevé mon nom, eh ben, le nom, ça te représente. Donc, le premier pôle existentiel d'une personne, enfin, pas premier dans les priorités, mais premier dans l'expression maintenant, c'est le nom. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient le nom, mettaient un numéro. Tu t'appelles matricule, tac, tac, tac. Et tu devais l'apprendre par cœur, et c'est comme ça que tu t'appelles, c'est comme ça que tu fais tu viens quand tu es convoqué, c'est comme ça qu'on te truc, c'est fini ton nom, ta famille, ta race, ta khalala, ton pays, rien, zéro, hein, matricule. Un peu comme la sécu, mais au moins violent. Ouais. Deuxièmement, ton acte, il ne vaut plus rien. Tu ne sers à rien. Tu étais un grand diamantaire, ou tu étais un peintre de renom, maintenant tu ne sers à rien. Tu lèves des cailloux, tu vas laver les toilettes, tu prends des bouts de bois, voilà, tu sers à rien. Ton acte ne vaut rien, parce que de toute façon, tu vas sortir par la cheminée. Donc tu es condamné à mourir. Ensuite, ton image, on l'a détruit, ton nom, ta parole. Maintenant, quelqu'un en parlant, il existe. Quelqu'un, son image le représente, quelqu'un, son acte le représente, quelqu'un, sa parole, son nom le représente. Qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? Ils ont détruit mentalement la personne avant de la détruire physiquement. Parce que quand la personne n'a plus de nom, n'a plus d'acte, elle n'a plus d'image, et n'a plus de parole, eh ben elle a plus de personne, elle n'a plus d'espoir, et elle va aller vers la mort avec sérénité. Les Allemands étaient très ordonnés, d'accord? D'ailleurs, ce sont des fabricants industriels extraordinaires, on le dit bien machinalement. Quand tu fais des choses machinalement, ça veut dire que tu fais comme un Allemand. En fait, tu fais comme une machine. C'est machinalement. C'est joli.
C'est un peu chevrons, mais pas à l'Académie française. Alors, mais, donc cette idée-là, c'est quoi? C'est que de là, on apprend un grand enseignement. Que, si tu as compris ce qui s'est passé dans les camps de la mort, alors tu peux, dans une certaine mesure, essayer de te demander qu'est-ce qui se passe chez toi. Parce qu'ici, toi, l'autre, elle a un prénom, il a un prénom, et tu l'appelles le gros, le bouffi, le Tunisien. Ouais. Si son image, tu la casses, ah, t'es grosse, ah, t'es gros, ah, tu pues, ah, tu... Ouais. Si son acte, tu le dénigres, de toute façon, tu fais ça sert à rien, ta bouffe, elle est pas bonne, et puis ton travail, il est débile, et puis c'est nul, et puis tu gagnes rien. Ouais. Si tu casses l'image de quelqu'un, tu casses le nom de quelqu'un, tu casses la parole de quelqu'un, l'autre, tu veux parler, ferme-la. Tu sais quoi, tu me saoules. Je sais très bien où tu veux en venir. De toute façon, vous êtes tous pareils. Toi, ta mère, ta race, ta pourriture. Donc, je t'enlève la parole, je dénigre ton acte, je casse ton image et je déforme ton nom. J'ai organisé un petit camp de la mort personnel. D'accord? Mais comme, dans mon grand pessimisme, je suis très optimiste, j'ai dit, moi, j'ai lu beaucoup de livres sur les camps de la mort. Moi, je vais utiliser le camp de la mort pour faire un camp de la vie. Pourquoi? Parce que si tu as compris qu'on peut casser quelqu'un en déformant son nom, alors on peut faire exister quelqu'un en se rappelant de son nom. Si tu as compris qu'on peut casser quelqu'un en le dénigrant ses actes, alors tu peux faire grandir quelqu'un en valorisant ses actes. Oui. Si tu as cassé quelqu'un en l'empêchant de parler, alors tu as fait exister quelqu'un en l'écoutant parler. Vous me suivez ou là? Donc ça veut dire que les mêmes circuits que quand on les bouche, ils empêchent la personne d'exister, les mêmes, on peut susciter leur existence pour faire exister la personne. Donc le nazi, en nous apprenant la force du mépris, il nous a appris la force du respect. Incroyable. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que la personne, elle est enfermée à l'intérieur. Le moi, il est dedans. Il veut sortir. Il doit passer par des tuyaux. On a dit qu'il y a 4 canaux. Alors moi, je dis, mais j'ai envie que l'autre existe. Je dis, mais vas-y, mais assume-toi. Mais vas-y, mais grandis. Mais vas-y, deviens quelqu'un. Mais vas-y, fais ce que tu as à faire. Et l'autre, il n'entend rien. Il est bouché. Parce qu'il est dans ses complexes, dans ses angoisses, dans sa nullité, dans son poids, dans son image, dans ses souffrances. Il est enfermé. C'est comme si on a bouché les tuyaux. Les tuyaux de l'existence sont bouchés. Alors comment on va faire pour les déboucher? Tu sais, le plombier, vous savez comment il fait le plombier? Il vous dit, écoutez, monsieur, écoutez, ça fait quand même 32 ans que vous n'avez pas fait d'entretien de votre tuyauterie. Oui. Et quand vous ouvrez l'eau, ben l'eau, elle coule. Mais quand vous éteignez l'eau, et ben l'eau, elle se dépose dans l'intérieur du tuyau. Il y a toujours un résiduel. Ouais. Mais le résiduel, il contient du calcaire. Et l'eau, elle s'évapore. Mais le calcaire, non. Et bien le calcaire, il se dépose dans le tuyau. Et au fur et à mesure, il va rétrécir la taille du tuyau. Et donc, le débit du tuyau. Ça va? Eh bien, c'est pareil. Si tu dis que dans la tuyauterie de la vie, ce qu'on appelle la psychologie, il y a un débit d'eau qui s'appelle l'existence. Ben alors, tant que tu existes, il n'y a pas de problème. Continue à exister, continue à exister, continue à exister. Mais quand tu t'arrêtes d'exister, parce que c'est trop dur, parce que j'y arriverai pas, parce que j'en ai marre, parce que ça me saoule, parce que j'ai envie qu'on me prenne en main, parce que je suis une victime, parce que c'est trop dur, parce que je suis gros, parce que je suis bête, parce que je suis lourd, parce que je suis pas religieux, parce que je m'aime pas. Tu t'arrêtes d'exister, toi. T'as coupé l'eau. Mais quand tu t'arrêtes d'exister, il y a des toxines à l'intérieur. Elles se déposent et elles bouchent les tuyaux existentiels. Et ça se rétrécit. Et ton débit existentiel devient de plus en plus petit. Donc après, tu as du mal à aller vers le client, après tu as du mal à dire ce que tu penses, après tu n'as pas confiance en toi, après tu n'arrives pas à aller au bout de tes choix, après tu dis à quoi ça sert tout ça, après tu deviens un philosophe de l'échec. À quoi ça sert? De toute façon, ça mène nulle part, et puis on va tous mourir. Après, tu trouves des systèmes pour avoir à éviter de te poser des questions. Ouais. Et après, la lumière est s'éteint. Et pourtant, il y a tout à l'intérieur. Alors, comment on va faire? Alors, tu dis au plombier, ben, puisque vous êtes sûr qu'il y a un bouchon, puisque vous savez qu'il y a du calcaire, eh ben, rentrez à l'intérieur et allez casser le bouchon de calcaire. Le gars, il dit, écoutez, je ne suis pas Ushaïa, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rentrer dans le robinet, aller dans le tuyau, trouver l'endroit où il y a le calcaire et y aller, tac, 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 pour faire sauter le bouchon. Comment je peux faire? Il dit, maintenant, si vous voulez, il y a une solution. Ah bon, laquelle?
Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le tuyau. Donc de l'extérieur, je ne peux pas rentrer en toi pour aller enlever les bouchons. Comment je peux faire? Il dit, si vous voulez, il y a un autre système. C'est quoi? C'est qu'on va aller à l'origine, là où l'eau elle arrive chez vous, et on va mettre ce qu'on appelle un compresseur, qui va augmenter la pression à l'origine de l'eau, là où elle n'est pas encore polluée par les toxines. Et en augmentant la pression, on va faire sauter le bouchon, et l'eau va repartir avec un débit très fort. Waouh! Maintenant, moi, je ne peux pas intervenir de l'extérieur vers l'intérieur de toi. Mais je peux susciter chez toi le désir d'être, je peux t'encourager à être, je peux te donner de l'amour, de l'envie d'exister, de te réaliser. Ça va monter la pression existentielle chez toi, tu vas retrouver la confiance et tu vas faire sauter les bouchons et tu vas réussir. Et voilà, sans te toucher, j'ai fait sortir la glace qui est en toi pour qu'elle se réalise à l'intérieur de la bouteille. Ça s'appelle le respect de l'autre. C'est beau. Non, c'est beau, franchement. C'est beau, franchement. Franchement, j'aurais su que c'était ce cours, je serais venu. J'ai de la peine pour les gens qui ne sont pas là. Surtout pour les psys qui auraient vraiment pu profiter. Mais évidemment, ça va les mettre au chômage. Parce que si on explique ça aux gens, ils n'ont plus besoin d'eux maintenant. C'est compliqué. Bon, ils serviront pour autre chose, pour les traumatiser. Mais disons que tous les gens normaux qui n'ont pas vraiment des problèmes, mais juste un peu un manque de respect d'eux-mêmes et un manque de confiance en eux, c'est pas la peine de prendre des médicaments. T'as pas confiance en toi, bah, développe la confiance en toi. Tu te respectes pas, et ben apprends à te respecter. Ne dis pas non, je vais prendre un anesthésique local, comme ça je vais pas souffrir du fait que je ne sais pas ce que je vaux. Mais si tu ne sais pas ce que tu vaux, achète une Volvo. Puisque la Volvo, elle vaut le veau qui est dedans. On va prendre un vol au vent, je sais pas, trouve un truc. Et cette logique-là, c'est la logique du respect. Maintenant, si vous avez compris comment on peut être les décapsuleurs de l'existence de l'autre, pourquoi? Parce qu'on peut faire exister l'autre. Mais si vous avez compris que pour faire exister l'autre, en fait, il faut exister pour l'autre, parce que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Mais le problème, c'est que pour pouvoir faire exister l'autre, il faut déjà exister soi-même. Maintenant, je ne vais pas mentir que dans la variété de l'horizon psychiatrique, il y a aussi des gens qui vont se donner à fond pour les autres, dans l'espoir qu'un jour ça va leur revenir. Et d'ailleurs, ils sont toujours déçus, ceux-là. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné, ouais, on ne me dit pas merci, on ne s'occupe pas de moi, on ne reconnaît pas ma valeur. Non, tu ne dois pas faire pour recevoir. Parce que quand tu fais pour recevoir, tu t'adresses à des consommateurs. Et les consommateurs, au maximum, ils disent merci, au pire, ils disent dégage. Parce que la glace, ils ne vont pas la partager, ils vont la manger. Donc tu ne dois pas faire pour recevoir, tu dois faire parce que tu aimes l'existence et tu aimes voir les gens exister. Parce qu'il n'y a pas plus beau. Si tu es content déjà de faire apparaître un article, et si tu es content de produire un produit, et si tu es content de développer une vente, mais comment tu peux être content de faire exister quelqu'un? L'homme, c'est quand même le produit le plus beau qui existe, non? C'est le plus beau. Quand tu as un bébé, tu es contente. Pourquoi? Parce qu'il y a de la viande vivante qui est sortie de toi. Mais maintenant que ce bébé, il a son bac, tu es encore plus content. Et quand ce bébé, il est sadique, tu es encore plus content. Pourquoi? Parce que tu as fait exister quelque chose. En réalité, tu n'as pas fait exister, tu as participé à l'existence de quelque chose. Mais c'est quand même énorme. Alors moi, je vous dis, si vous avez bien compris, en résumé, parce que ça prendra encore 1 ou 2 ans, avec un cours régulier spécialisé dans ce thème, si vous avez bien compris le mode, le mécanisme du respect, qui est donc le mécanisme du décapsuleur d'existence, ouais, c'est ça le kavod, mais là je vous l'ai expliqué par rapport à l'autre. Mais il existe exactement le même phénomène, mais par rapport à soi-même. Ça s'appelle le respect de soi. Maintenant, c'est par rapport à l'autre. L'autre, il est en face de moi. C'est comme vous avez une matière devant vous. Alors, vous savez, vous allez en cours de poterie, alors, on donne à chacun une boule de terre glaise. Allez-y, faites parler vos mains, n'ayez pas peur de vous salir, et vas-y, donne une forme, donne un truc, donne un visage, donne un truc, donne une statue, et tu travailles, tu vois. Et bien tu vois, ça s'appelle un yotzer. Un yotzer. Tu es yotzer, c'est le potier en hébreu. Mais c'est aussi celui qui forme, celui qui développe. Maintenant, toi, tu veux former cet enfant. Celui-là, tu lui apprends à faire la multiplication. Et celui-là, tu lui apprends à construire un truc. Et celui-là, tu lui apprends à bien se tenir. Et celui-là, tu lui apprends à enlever son doigt de son nez.
tu es le potier de son existence. C'est-à-dire que tu l'accompagnes dans son vouloir exister. Super. Et bien, comment tu vas être le potier de toi-même? Comment tu vas être l'artisan de ta réussite, de ta personne? Comment tu vas être le tailleur de ton diamant à toi? Parce que tu vas te parfaire, parce que tu vas t'améliorer, parce que tu vas te respecter. Et respecter, on a dit, c'est se donner le droit d'exister. Donc maintenant, avec l'autre, c'est plus facile parce que toi, tu es étranger de l'autre, donc tu peux aider l'autre, tu peux aimer l'autre, tu peux encourager l'autre. Mais des fois, on a une certaine pudeur à se dire quoi, je vais m'occuper de moi. Bah oui, tu dois t'occuper de toi. Il faut s'occuper de soi. Ouais, mais moi je suis rien, moi je vaux rien, moi je sers à rien. Non. Attention, il faut savoir une chose. Le respect de soi est une nécessité. La preuve, c'est qu'une des plus grandes forces du Yetzer Hara, c'est d'enlever le respect de la personne et c'est d'enlever la joie. Maintenant, quand il enlève la joie et le respect, il peut faire toute la violence du monde à quelqu'un. Donc, ça devient une mitzvah de se respecter et une mitzvah de rester Bessimcha. Toujours. Maintenant, être dans la joie, c'est pas se gratter le ventre en disant « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis... » Non, ça c'est la méthode Coué, qui a été reprise ensuite à la radio. Mais, non, en fait, c'est une personne, elle doit connaître sa valeur. Alors on a créé le miroir, on a créé la caméra personnelle, on a créé la vision positive pour se regarder et pour se dire, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et ça, il faut faire ce travail-là. Prendre un carnet et marquer tout ce que tu fais bien dans ta vie. Toi, tu dis, mais ça c'est rien, c'est normal. Ben, je m'excuse de vous le dire, mais aujourd'hui, d'être normal, c'est quelque chose de bien. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai des patrons, ils m'appellent, écoutez, ils me disent, Ria, si tu connais un jeune qui est motivé, qui veut travailler, qui est honnête, envoie-le-moi. J'en ai marre de ces bras cassés, j'en ai marre des mecs qui viennent un mois d'essai, et après, dès qu'ils ont leur contrat, ils se mettent en maladie. Après, quand je leur dis de venir, ils m'attaquent pour harcèlement, et après, ils me foutent le prud'homme sur la tête. En fait, le gars, depuis le départ, il est venu pour le prud'homme. Je comprends pas, tu as fait 5 ans d'études, tu veux travailler? Ah non, Molo, qui va Molo, Vassano, RTT sur RTT, RTT sur RTT. Attends, mais va travailler à la RATP. RATP, c'est rien à taper, il n'y a plus rien. Il y a que des rails, d'accord? Non. Ou à la poste. Au moins, on comprendra pourquoi tu es timbré et pas recommandé, d'accord? Non. Ça, j'ai jamais compris. Pourquoi ça s'appelle fonctionnaire alors que c'est le seul truc qui ne fonctionne pas? C'est un truc... J'aurais dû l'appeler glandulaire. C'était plus simple. J'exagère, mais à peine. D'accord? Cette idée-là, c'est quoi? C'est que la personne, elle a le respect d'elle-même. D'accord? Ici, quand c'est marqué que l'esclavage d'Égypte a démarré parce que les Égyptiens ne respectaient plus les béné Israël, d'accord? On a dit, est-ce que ça veut dire que les Égyptiens ont dénigré les béné Israël ou que les béné Israël eux-mêmes se sont dénigrés? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas compris qu'il est juif, d'accord? Et qu'il a une richesse extraordinaire, et qu'il a un peuple extraordinaire, et qu'il a une Torah extraordinaire, mais par souci d'assimilation, par peur de se démarquer, parce qu'il a honte qu'on le regarde, parce qu'on dit, regarde, il a une kippa, moi je vois, moi la vérité, je vois comment les gens me regardent. Je vois, ouais. Mais je ne vois pas du dénigrement, je ne vois pas des gros mots, je ne vois pas des insultes, je vois du respect. Pourquoi les gens ils vont te respecter? T'as vu la gueule? Regarde. Des fois, ils me demandent, les gens, vous êtes rabbin? Je dis, non, je suis cow-boy. Oh. Une fois, une hôtesse de l'air dans l'avion. Maintenant, tu sais comment ça se passe. J'enlève le chapeau, je le mets là. Alors, elle me dit, je m'excuse, mais j'ai juste une question. Quand est-ce que vous avez mis le deuxième? Parce qu'elle a cru, genre j'ai enlevé le chapeau et j'ai mis la kippa. Je ne l'ai pas vu arriver, celui-là. Des fois, ils ne comprennent pas. C'est vrai, ils sont comme ça, avec la barbe. Ils disent, mince, il y en a encore. Oui. Une fois, j'ai passé la sécurité. Moi, je passe. Pour vous dire, Shabbat, j'étais à Tel Aviv, dimanche, j'étais à Milan, hier soir, j'étais à Nice, et ce matin, je suis là. Donc,
je crois que je vais devenir EasyJet. Je vais être une réincarnation. Même les stewards, ils me reconnaissent. Mais on s'est vu avant-hier, oui. Je sais, on se ressemble beaucoup, ouais. Alors un jour, je passe la sécurité. Il y a des nouveaux, parce que la sécurité, ça change tout le temps. Je sais, c'est un métier stressant, du coup, je suis obligé de prendre des gens stressés. Mais, alors bon, moi je connais, enlève ta veste, enlève ta ceinture, enlève la chaussure qui sonne, la montre, j'ai l'habitude. Tu vois, monsieur, vous avez oublié, vous avez... Bon. Et il y en a, ils veulent absolument que j'enlève la kippa. Moi, j'enlève pas la kippa. Je suis juif, j'enlève pas la kippa. Bon. Donc je vais passer, monsieur, s'il vous plaît, la kippa, le calot, s'il vous plaît, vous enlevez le calot. Moi, je fais genre, je l'ai pas entendu. Je l'enlève pas. Pourquoi je vais marcher? Moi, je veux pas marcher 2 mètres sans kippa. Je peux pas. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai la tête couverte. Quoi. Je me découvre la tête parce qu'un braille, il n'a pas de culture. Alors, il me dit, monsieur, question de sécurité, là, il commence à parler tout seul. Je dis, bon, laisse tomber, le gars. Moi, je continue à marcher. Mais bien sûr, ça sonne pas. La kippa, elle sonne pas. Donc il vient me voir après, il dit, écoutez monsieur quand même, je vous ai demandé d'enlever la kippa, pourquoi vous ne l'avez pas enlevée? Je dis, écoutez, je ne l'enlève pas. D'accord? Maintenant je prenais l'avion avant que vous naissiez, d'accord? Vous vendiez des savonnettes, vous étiez vigile, maintenant vous vous êtes mis dans la sécurité, soi-disant que vous êtes encore plus dangereux que le mec qui va faire sauter l'avion. Mais, je lui dis, j'enlève pas la kippa. Il me dit, mais pourquoi vous ne l'enlevez pas? Je dis, mais pour protéger ce qu'il y a en dessous. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Un cerveau. Il n'a pas compris, je croyais qu'il a bugué, il est resté. Non, j'ai vu que le disque dur, il est... Je l'ai laissé, je suis parti. On l'a jamais revu, d'ailleurs. Il est devenu un portier, qui paraît. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu te respectes. D'accord? Tu te respectes. Moi, je crois qu'une des raisons pour laquelle l'islam il s'est beaucoup développé en France, c'est parce que les juifs avaient honte d'être juifs. Ils avaient honte. Ils ont enlevé la kippa. Il s'appelait Benaroche, il a dit Roche, après il a enlevé le cheveu, il s'appelait Roch. Genre, il dit qu'il est de Bretagne, Mahlouf Roch, d'accord? T'as honte, d'accord? Tu mets pas la kippa parce que c'est un signe ostentatoire, alors enlève ton nez. T'enlèves les tzitzit parce que tu veux pas te faire remarquer, tu t'habilles pas en sobre parce que tu trouves que ça fait ringard. L'autre, il vient en djellaba. En djellaba. Avec une marque 5 hommes, une kippa plus grosse que la tienne. Toi, t'en as trouvé une à Tel Aviv, une toute petite. Tu demandes à Tel Aviv, tu dis, allez, Tel Aviv, confetti, ils connaissent. Confetti, ça s'appelle confetti. C'est la petite kippa. Je rappelle dans la Lacha que la kippa est censée couvrir la majorité du cerveau. Donc chacun décidera quelle est la taille de son cerveau. C'est pour ça que ça s'appelle un confetti, parce que quand tu enlèves le fétis, tu trouves ce qu'il y a en dessous. D'accord? Mais tu mets une belle kippa, Ça, c'est un modèle, vous voyez? Ça, tu peux sauter en parachute, elle tombe pas, celle-là. Triple salto arrière, hop, 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 hop. Alors, tu vois avec 3 pinces comme ça. Hop, 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 hop. Une kippa éjectable. Très, 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 très sympa, parce que si Christine, elle te fait un clin d'œil, tu dis bonjour, oui, monsieur. Par contre, si Myriam, elle te parle, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Oui, Myriam, oui, je vais au cours du mardi, oui, Myriam, oui. Christine, non, le porc, j'adore. Mais bienvenue, pardon, comme chez nous, en Bretagne. Toi, t'es pas clair. T'es pas clair. C'est pour ça qu'il te dénigre. Parce que toi, tu as honte de ton identité. Faut pas avoir honte. Tu as l'autre qui n'a pas honte. Il se met au milieu de la rue, dans le 18e, il sort son tapis, il prie. NTF, ils disent. Ouais. La France, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est terminé. Sans vouloir charrier personne, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte, il s'impose. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que toi, t'as honte. On t'a envoyé des gens qui n'ont pas honte de leur religion, parce que toi, t'as honte de ta religion. Ouais, la femme juive, elle dit, moi, je me libère, moi, je me mets toute nue. Moi, je suis une actrice, il faut que je sois toute nue dans tous les films, on voit toute nue. Ça va, t'es obligé de te déshabiller. Si, je veux déshabiller, il faut que tout le monde sache comment il est mon corps. Ouais, alors la feuge, elle est entièrement nue. Ouais, la musulmane, elle est entièrement couverte. Juste les yeux qui sortent. Et la feuge, elle est entièrement nue avec des lunettes noires. Il n'y a que les yeux que tu ne vois pas. Mais c'est quoi l'idée? Zélé, on m'a dit à Saïlokim. Ouais, là, en face de l'autre, il a fait Dieu. Que quand Babel, elle monte, Yerushalayim, elle descend. Mais toi, tu dois te respecter. Tu es un Ben Israël. C'est pas grave quand quelqu'un te dit ça, juif. Ça veut dire que ça se voit que tu es juif.
Mais si tu te dis, j'ai tellement peur qu'on me dise ça de juif, que je ne veux plus m'habiller comme un juif, je ne veux plus parler comme un juif, je ne veux plus manger comme un juif, et bien c'est bizarrement ces gens-là qui n'ont aucun signe de judaïsme qu'on traite de sale juif. Le mec qui travaille chez Thales, plutôt ce que moi tu meurs, il mange à la cafétéria, je veux dire, il lit les prix Goncourt, bon, il a des amis de toutes les religions. J'essaie d'être pathos, mais je n'arrive pas. J'ai du mal. Et le gars, il se fait encore attraper. Oh, toi le youpin, oh, toi le juif, tu manges en juif. Je comprends pas. Le mec, il a rien de juif. C'est-à-dire, si c'était pas la Brit Mila, et encore, on a des doutes si la discussion a coupé court. Le mec, il se fait traiter de sale juif toute la journée. Et l'autre, il n'y a aucun doute. On ne le traite pas de sale juif. J'ai raconté l'histoire de Deauville, non? Vous vous rappelez ou non? Levez la main ceux qui se rappellent. Oui. C'est vrai? Voilà. Donc ceux qui n'ont pas levé la main, c'est pas la peine de venir mardi prochain. On va pas être nombreux. C'est pas grave. Je la raconte ou non? Les roues blancs. Je la raconte? C'est une histoire incroyable. D'abord, moi j'ai une vie incroyable. Je ne m'ennuie pas. Comme le bon Dieu que c'est, j'ai pas la télé, donc il m'organise le cinéma dans la rue. Alors un jour, on va avec ma femme à Deauville. C'était Halamoued. Donc on a choisi un jour où il faisait pas beau. Et on est parti. Oui, on n'a pas les mêmes critères. Donc, on roule comme ça, 2 heures. On arrive, je dis à ma femme, on va au bout des planches, comme ça on verra personne. Et moi, Pessah et Soukot, c'est le seul moment où j'ai un peu de tranquillité. Bien que maintenant, Pessah, je donne cours tous les jours dans les séjours, mais bon. Bon, on est parti à Halamoued, on arrive là-bas, on arrive au bout des planches. C'est un phénomène bizarre. Donc, moi je descends de la voiture, ma femme elle descend, les enfants ils descendent, hop, ils commencent à courir. Ils étaient petits, sur la plage, ils sont tout contents, ils voient la mer. Super. Et moi, il fait pas très beau, et c'est la Moed. Moi j'ai mon costume, ma cravate, mon manteau, ma barbe, j'arrive pas à l'enlever, mon chapeau, et je regarde la mer. J'adore regarder la mer. Et 3 minutes après, il y a une autre voiture qui s'arrête, une Espace. Les premières vertes en plastique, là. C'est une espèce de couleur vomi de chien, un truc là. Et s'arrête, il y a un monsieur qui descend, une femme, 2 enfants et un chien. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon, pareil, les gosses ils jouent. Donc il n'y avait que 2 familles sur toute la plage. C'était vide, il ne faisait pas beau, vide. Le gars il se met à 10 mètres de moi, et moi je suis tranquille. Moi je suis social, mais bon, j'ai mes vacances aussi. Bon. Et le gars d'un seul coup il se tourne vers moi et il dit, si je parlais yiddish, je vous demanderais, êtes-vous rabbin? Moi, je regarde le ciel, je dis, écoute, je suis en RTT, là. J'ai à peine 3 jours de repos, il faut me laisser tranquille, je suis avec ma famille. 2h30, le gars, il m'a parlé. 2h30. Oui, vous, la religieuse, non. Le mec, Ashkenaz, 3e génération de Polonais assimilés, c'est-à-dire presque 2 boumilés, c'est un niveau supérieur. Tout le monde marié avec des goyotes. Espèce d'erreur, l'autre il s'est marié par hasard avec une Marocaine, une erreur. Tous les ans, pour fêter Kippour, ils se réunissaient, ils faisaient un repas. Enfin, un truc... Et puis à un moment, il me pose une question incroyable. Il me dit, vous savez, monsieur... Je ne sais pas si je dois dire monsieur le rabbin. Appelez-moi le rabbin, c'est pareil. Je suis très profond. Et il me dit, vous savez, heureusement qu'on est là, nous. Du coup, moi, je me suis senti breton. Je sais pourquoi. Il me dit, vous savez, quand j'étais à l'école, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais au lycée, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais à la faculté de vétérinaire, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais à l'armée, pour le régiment, on m'a traité de sale juif. Le jour du mariage de mon frère, on sortait de l'église, un samedi. J'étais fier de lui, le gars, vraiment. Vous avez été complètement minable, mais minable, parce qu'il y en a un qui n'arrive pas à sortir de là-bas. Bon. Et il m'a dit, on est rentré dans un café, juste après la cérémonie, on est rentré, et il y a la grand-mère de Pologne qui parlait encore avec l'accent yiddish, et le barman, quand elle est sortie, il a dit, on les a pas tous brûlés. Il a dit, j'ai fait le tour, je me suis battu, je l'ai fracassé, je l'ai concassé, la police, elle est venue, j'ai été en prison le jour du mariage de mon frère, pour défendre notre identité. J'étais tenté d'enlever ma kippa. J'ai dit, le gars, il est plus juif que moi. Bon. Il me dit, qu'est-ce que vous en dites?
si on n'était pas là, nous, les Juifs, que ça se voit pas. J'ai dit, tu fais voir le petit doigt, mais il n'a pas voulu. Bon. Alors, je lui ai dit, écoutez, j'ai une question. Moi, ça fait 30 ans que j'ai cette tête. J'ai ma kippa, j'ai mon chapeau, j'ai ma barbe, j'ai mon costume. Je mange pas avec les gens, je touche pas la main des femmes, depuis 30 ans. Ça se voit que je suis juif. Il m'a dit oui. Je dis, jamais on m'a dit sale juif. Jamais. Le vrai sale juif, comme ça, sale juif. Ah, j'ai eu des JR, des Ben Laden, des Rabbi Jacob, mais comme ça, gentil, genre, bonjour Adama, moi c'est Rabbi Jacob. D'accord, des trucs. Mais le vrai sale juif de la haine, genre syndrome de Jean-Marie, jamais. Pourtant, je peux vous dire que j'étais dans des villages, dans des trucs perdus. Une fois, je suis arrivé dans une ville de province, toute la gare s'est arrêtée. Comme ça, toute la gare, c'est une petite ville, je sais pas, Pau, je sais plus, ou Béziers, je sais pas, un truc. C'est-à-dire, après Khilal Khalé, loin, toute la gare comme ça. Moi, je sors du train. Alors, moi, j'ai cru qu'il y avait un ovni derrière, ou là, un Iti qui était sorti du train à côté de moi. Iti, c'est ce que c'est Iti. Iti. Vous n'avez pas vu le film? Iti, c'est maison, un gars qui rappelle qu'il retournait chez sa mère. Iti. Vous connaissez ou non? C'est quoi Iti? Hein? C'est quoi Iti? Non, entièrement tunisien. Parlant de sa mère, ma mère. Ouais, c'est ça. Mais il retourne à la maison tout le temps. Mais alors je lui ai dit, comment c'est possible que moi, avec cette tronche que j'ai depuis 30 ans, on m'a jamais fait une remarque de sale juif, et vous, qu'il faut vraiment un scanner pour voir que vous êtes juif, peut-être même une analyse génétique, et vous, depuis que vous êtes né, on vous traite de sale juif, comment c'est possible? Il a réfléchi, écoutez la réponse, comment elle est belle, et comment elle est violente. Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Vous vous rendez compte? Le mec, 3 générations, pur porc, première communion, la croix, la galette des rois, l'arbre de Noël, Christine, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et le gars, avec tout ça, il est encore capable de dire Dieu m'interpelle. C'est-à-dire que l'étincelle, elle s'éteint jamais. Seulement que quand toi, tu ne veux pas l'allumer, le bon Dieu, il t'envoie des allumettes. Tu te fais allumer. Donc en fait, quand le gars, il te dit sale juif, il te rappelle ton identité. Et toi, tu dis non, pas du tout. Écoutez, Cohen, c'est un nom qu'on a pris pendant la guerre. Une erreur, d'ailleurs, avec beaucoup de problèmes. D'accord? Non. C'est toi. Tu dois être fier. Tu dois te respecter. Tu dois être bien. Tu dois être à 100%. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu vas voir. Tu dis, excusez-moi, c'est Shabbat. Moi, je l'ai dit carrément. Le mec, il me dit, bon, comment on va faire et tout ça? J'avais besoin d'une machine la nuit là, pour respirer un petit peu. Je dis, ok. Je dis, comment je fais pour le Shabbat? Il me dit, pardon? Elle me dit, oui, effectivement, on est au courant. Oui, le gars de la sécurité, il va ouvrir les téfilines. Je dis, écoutez, monsieur, touchez pas, c'est des objets religieux. Vous avez passé au scanner, vous avez vu qu'il n'y a pas de métal dedans. Ne les ouvrez pas, c'est des téfilines, ce sont des phylactères, c'est des objets très saints, très précieux. On ne les touche pas avec les mains, c'est pas la peine. Oh, écoutez, je fais mon travail. Je dis, monsieur, ne les touchez pas. Il m'a dit, je les touche quand même. Eh ben, il a ouvert, il a touché. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, vous aimez votre famille? Il m'a dit, pourquoi? Je dis, vous finissez pas l'année. Il est méchant comme ça. Je ne l'ai pas revu d'ailleurs. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Il y a d'autres moyens de disparaître. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Je lui dis de ne pas toucher, il touche. Enfin, c'est dangereux d'être bête. C'est marqué une chose incroyable. C'est marqué... Bon, il faudrait que je commence le cours quand même. Parce que là, je n'arrive pas à tourner la page. Et j'ai encore beaucoup à vous dire. Et il reste 13 minutes. Bon, alors on va sauter les références, c'est pas la peine. Donc, si vous avez compris qu'en fin de compte, le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à quelqu'un. Et que par rapport à soi-même, c'est le respect qu'on se donne à soi-même d'exister. Donc, étant donné que nous sommes enracinés dans notre passé, posés dans notre présent et projetés dans notre futur, donc on est obligé, pour se respecter, de respecter son passé, respecter son présent et respecter son futur.
Respecter son passé, ça veut dire accepter que les étapes par lesquelles je suis passé étaient nécessaires. Donc c'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine de cacher son passé, c'est pas la peine de faire 10 ans d'orthophonie pour enlever ton accent marocain, ça sert à rien. Tu es marocain et tu le restes. Et toi tu es tunisien et tu dois être fier, parce qu'il y a les iens et les autres. Écris un livre au nom de tous les iens. D'accord? Et toi tu dois être fier d'être turc ou là d'être israélien, tu dois être bien dans ta peau. C'est tes origines. Et ça, c'est ton passé. Eh bien oui, tu as fait des choses dans ta vie. Tu n'en es pas fier. Tu ne vas pas les raconter en public, mais tu ne vas pas les nier. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas dire je suis né à Jérusalem alors que tu es né en Picardie. Non. Tu vas accepter. Je suis né en Picardie. Et là-bas, en Picardie, j'ai réfléchi, j'ai pensé à Dieu, j'ai trouvé Dieu, et j'ai évolué, j'ai grandi, et j'ai commandé du kasher, et j'ai écouté des cours, et après j'ai trouvé une synagogue, et je faisais 1h30 à pied pour aller à truquer, et j'ai été muté. J'ai demandé à être muté spécialement à côté d'une... Tu vois, tout ça, c'est ta valeur. Tout ça, c'est ton crédit. Alors, il ne faut pas avoir honte des efforts que tu as fournis. Et si tu es revenu de loin, eh ben, ça prouve que tu as encore plus de force que quelqu'un qui a grandi dans le système. Il dit par rapport à ça, tu dois respecter ton passé. Parce que ton passé, c'est ce qui t'a amené à ton présent. C'est comme si tu es sur une échelle. Tu es au 28e barreau. Tu es content, tu vois partout. Tu dis, oh, c'est extraordinaire. Oh, quelle vue, quelle vue, quelle vue. Après, tu as un peu honte parce que comme tu venais de la boue, alors que les premiers barreaux, il y a de la boue dessus. Parce que quand tu as monté les premiers barreaux de l'échelle, eh ben, tes pieds étaient sales. Donc tu as un peu honte par où tu es passé. Mais d'un autre côté, quand tu fais une vraie teshuva, eh ben, ton passé, il devient le carburant de ton futur. Premièrement parce que tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc quand tu vois des petits religieux qui disent « Tiens, c'est sympa le shit », toi tu sais ce que c'est le shit, tu dis « Écoute, ne touche pas à ça ». Ouais. Quand l'autre se dit « Non mais en tout bien, tout honneur, je voudrais avoir une copine », il n'y a pas la copine. L'amitié, ça n'existe pas. Entre une fille et un garçon, 6 mois avant, on se marie, on se rencontre. Et si on commence à dire tiens, je t'apprécie, tiens, on passe du temps ensemble, tiens, je suis fou amoureux, tiens, il faut qu'on vérifie ça physiquement, tiens, je couche avec toi, dire que maintenant je t'ai pollué, maintenant j'ai honte de ce que j'ai fait, maintenant je sais plus quoi faire, maintenant tu me plais plus, maintenant j'ai envie de voir ailleurs, maintenant je t'ai considéré comme un objet alors que tu étais une personne. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à ta partie équatoriale, la partie centrale de ton corps, la partie la plus chaude, c'est l'équateur. Pour écouter le chien qui est en toi, mais maîtrise-le. Pourquoi les chassidim mettent une ceinture avant la prière? Vous savez pourquoi? C'est pour séparer le haut du bas. Toi, tu réfléchis avec ça ou avec ça? Réfléchis bien, parce que les deux, c'est deux hémisphères. Il y en a qui font des transferts d'hémisphères. Ils réfléchissent avec le bas, on réfléchit avec le haut. Non, tu dois te concentrer, tu dois savoir, tu es un Ben Israël, tu es un diamant. Tu as une neshama, tu as une relation privilégiée avec le divin. Donc, tu ne peux pas être accro au porno. Il faut choisir, tu ne peux pas être là et là. Tu dis, non, ça n'a rien à voir, ça c'est pour mes hobbies personnels. Mais à part ça, bien sûr, je viens de terminer le Talmud. Tu ne peux pas être dans le Talmud et dans la prostitution. Tu ne peux pas être à Pigalle et à Jérusalem. Il faut choisir. Donc, il va falloir sacrifier l'un des deux. Et bien, toi, qui as connu la saleté et qui a crevé pour t'en laver, tu as plus de mérite que le gars qui ne l'a jamais connu. Parce que lui, il ne se rend même pas compte qu'il fait des bêtises. Et toi, tu sais ce que c'est la vérité. Parce que tu sais ce que c'est mentir. Mais l'autre, il ment avec une conviction extraordinaire. Mais ce qu'on appelle des escrocs honnêtes. Il te ment, mais honnêtement. Tu dis, mais là, tu sais que tu es en train de mentir. Non, puisque je vais le faire. Bon, je n'ai pas dit quand. Mais non, dis, je ne vais pas le faire. C'est comme des fois, les gens disent blinédaire. Blinédaire, ça veut dire, je ne le ferai jamais. Dis pas blinédaire, dis, je vais le faire. Dis, je ne peux pas m'engager, on ne sait jamais. Blinédaire, blinédaire. Ou ils disent BN maintenant, on n'a plus le temps. C'est pas du gâteau, mais presque. Non, la logique, une personne, ouais, elle prend son passé, elle utilise son passé. C'est pareil, tu rentres à l'Aïshiva. Ah, mais j'ai honte parce que l'autre, il est depuis l'Aïshiva, depuis qu'il est petit, et moi, j'ai démarré au bac. Mais tu crois que le chol, tu ne peux pas l'utiliser pour le collège? Tu crois que tes maths, ta physique et ta chimie, ta capacité de synthétiser, d'organiser, tu ne peux pas t'en servir pour le collège? Je crois que tu n'en auras pas besoin pour les Tosfot et pour les Rabbi Akiva Eiger. Je sais que tu en auras besoin. Donc prends la logique de ton profane, utilise-la, prends la synthèse de ton profane, prends les principes de ton profane, prends la force de travail de ton profane et applique-le à l'Aïshiva. Tu verras que tu iras plus vite que le gars qui a fait de l'Aïshiva depuis qu'il est petit. Lui, il a plus de connaissances. Mais toi, tu as un cerveau plus rapide. Peut-être c'est mieux. Parce que lui, il fallait qu'il fabrique le cerveau plus la connaissance. Donc tu respectes ton rôle, il va t'aider dans le Kodesh. Tu respectes ton image, elle va t'éviter de faire des bêtises. Tu respectes ton statut. Tu dis, je peux pas, je suis un diamant, je suis un prince. Je peux pas faire des avérotes. Il dit, allez, vas-y, lâche-toi, vas-y. Allez, y va.
Je peux pas, j'ai pas grandi à la Courneuve, je peux pas. Oh mais vas-y. Non, je peux pas. C'est un midrash. Vous voyez ce qu'il dit midrash? Quand la femme de Poutifar, elle a voulu faire fauter Yosef. Vous savez que Yosef était seul, jeune, beau et très intelligent dans le pays le plus pourri du monde. C'est-à-dire que Las Vegas, à côté de l'Égypte, c'est un couvent. Et cette femme qui est très très belle, ouais, elle est toute la journée en train d'essayer de l'exciter. Le midrash, il dit que quand elle mettait une robe le matin, elle ne la remettait pas l'après-midi, elle ne la remettait pas de toute l'année. Et tous les jours en train de se languir et de se truquer, Yosef, t'es beau, Yosef, viens. C'est pas évident. Un gars, il aurait tenu une semaine, on aurait dit c'est un tzaddik. Mais au bout d'une semaine, il aurait craqué, on aurait dit c'est un homme, c'est un homme. Lui, un an, il a tenu, sans rien. C'est dur. C'est l'épreuve de Yosef. Donc c'est marqué Vaïmaen, il a refusé, Vaïomer, El Eshet Adonav, et il a dit à la femme de son maître. Ça, c'est le pasuk. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash Rabbah? À Marla, il lui a dit Lamoud ou Akadosh Bochou liot bocher be'aouvé bet avi lerola. Il a dit mais je peux pas aller avec toi, je peux pas faire la vera, je peux pas me salir, je peux pas me polluer parce que Hachem, il a l'habitude de choisir parmi les plus aimés de la maison de mon père des gens pour être des sacrifices des rolas. Parce qu'étant donné que son père c'est Yaakov, le père de son père c'est Yitzhak. Yitzhak, il a été choisi en tant que korban, en tant que sacrifice. Et un sacrifice Ola, c'est-à-dire qui est un holocauste. C'est-à-dire qu'il était entièrement, il devait être entièrement offert à Dieu pour être brûlé entièrement. Qu'un juif, il doit entièrement se donner à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit, étant donné qu'Hachem, il a l'habitude de choisir dans ma famille des gens qui vont être des corbanotes, c'est-à-dire, mais pas des sacrifices, c'est-à-dire des gens qui vont donner toute leur vie pour la Torah et pour Hachem. Alors, Eshma Alecha, je vais t'écouter, je vais aller avec toi, je vais me polluer, je vais faire cette faute-là. Veshema, Efrar Lerola, Ve'efsalmi la Korban. Mais peut-être qu'Hachem va me choisir et il va voir que je suis inapte à être un sacrifice parce que je me suis pollué, je me suis sali avec toi. Alors, deuxième explication, il dit l'amour d'Akadosh Baruch Hu liot niglé al aouvé bet avi. Hachem, il a l'habitude de se dévoiler aux chéris, aux aimés de la maison de mon père la nuit. Hachem, il se révèle en prophétie aux gens de ma famille. Il dit Eshmar lecha, je vais t'écouter, je vais dormir avec toi. Shema igalé alay Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'Hachem va se dévoiler. Veimatse oti tamé, il va me trouver impur parce que moi je vais être avec toi allongé tout nu en train de faire des choses bizarres. Et Hachem, il va se dévoiler à moi. Je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet argumentaire? Maintenant, c'est un jeune homme de 17 ans. Elle est belle. Elle a des arguments extraordinaires. D'accord? Elle est prête, elle est positive, elle est volontaire, elle est disponible. Serre-toi, la table est mise. Et lui, il est vendu par ses frères, jeté dans un pays pourri, personne n'est au courant, il est 1h30 du matin. Tu dis, ça, c'est une mitzvah, ça. Ça arrive qu'une fois dans la vie. Tout le monde rêve de la nympho. Elle est là. Elle va dire, serre-toi. Waouh. Et tu ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, il peut se révéler à moi. Et je vais faire la vera. Hachem, il peut me demander d'être un sacrifice. Et moi, je vais être impur. Tu penses à ça, toi, dans un moment pareil? Il dit Raphaël Shmulevitz, tu sais par quoi il a été sauvé, Yosef? Par Gadlut à Adam, la grandeur de l'homme. Pourquoi la société elle dit qu'on est des animaux, que dans le cycle animal, le dernier animal c'est l'homme, qu'on descend du singe, que chacun il se demande dans quelle branche il va travailler? D'accord? Pourquoi on te dit qu'il faut écouter ton instinct, il faut écouter tes besoins, il faut assumer tes choix, il faut suivre tes pulsions, il faut écouter la nature? Parce qu'ils veulent qu'on soit des chiens. On n'est pas des chiens. Je veux dire, il y a déjà 30 millions d'amis, on ne va pas faire 60 millions d'amis. On est des hommes. Et un homme n'est pas la fin du cycle animal. Le cycle animal a été créé pour être au service de l'homme. Maintenant, si l'homme il fait l'animal, il s'assimile à l'animal. Maintenant, c'est vrai que c'est une tentation. Donc comment tu vas faire pour ne pas te polluer, pour ne pas te salir, pour ne pas te rapetissir? Tu vas être obligé d'avoir une grande image de toi, une grande idée de toi-même. Tu dis, mais je peux pas, je peux parler aux anges, je peux découvrir les fondements de la Torah, je peux aller au bout de la Kabbalah. Je ne peux pas faire ça. On ne peut pas être dans la Kabbalah et en même temps être dans la crasse. C'est impossible. On ne peut pas être dans la bouffe et en même temps être dans la finesse. On ne peut pas être dans la grossièreté et dans l'essentialité. On ne peut pas, ça ne marche pas. C'est incompatible. Donc quand la personne va se respecter, ça veut dire qu'elle va comprendre qu'elle a une valeur extraordinaire. Donc on est des diamants.
de 20, 30, 40, 52 carats. Une fois, j'ai vu sur un magazine un diamant de 110 carats. C'est balèze, 110 carats. Quand tu offres un demi-carat, tu es fier de toi. Mais ne lui montre pas qu'il existe le 110 carats. Sinon, elle va dire c'est de l'achnouna, ça, c'est quoi ça? Ça va? Mais la logique, c'est quoi? C'est que toi, tu sais, tu es une princesse, tu as un diamant. Hachem, il veut ta beauté, il veut ta pureté. Toi aussi, tu as une neshama extraordinaire. Hachem, il compte sur toi. Il veut que tu révèles ta part de la Torah. Il veut que tu étudies. Il veut que il a besoin de ton partenariat pour faire exister le monde. Il a besoin de ta pureté, il a besoin de tes tefilines, il a besoin de ta cache-route. Et toi, tu dis, ok, mais je peux pas. J'ai le fromage qui coule sur le hamburger. Il est bon, le double big. Comme ça, je le vois, ça coule. Il y a la tranche d'oignon, la tranche de... Je vois la photo. En vérité, ça ne me fait pas d'effet, moi. Parce que le tarif ne m'excite pas. Il y en a, quand même, reconnaissez que c'est bon, quand même. Je sais pas. J'étais petit, j'avais renoncé à la bouffe. Alors, grand, ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est ça ton niveau. Ton niveau, c'est un Big Mac. Tu m'étonnes que tu vas revenir en guilgoul dans un steak. Pour être apprécié. Ouais. Non. Toi, tu as une grande ambition. Tu vois loin. Donc tu respectes ton passé, tu respectes ton présent, ça veut dire en temps réel, tu te respectes. Ça veut dire que tu donnes à chaque instant ta capacité d'épanouir le maximum de tes capacités. D'accord, tu réfléchis fort, tu réfléchis bien, tu assumes bien ce que tu fais, tu le fais bien, tu as 100% dans tes choix, tu as 100% dans ta réalité, tu as 100% dans ta conscience, tu as 100% dans ta parole, tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu dis. Ton acte, tu le finalises, tu ne laisses pas traîner, tu n'es pas négligent, tu mens pas, tu ne triches pas, tu n'embrouilles pas. Donc tu respectes ton présent et tu respectes ton futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets en place un futur dans lequel tu pourras te développer. Parce que tu sais, c'est pas n'importe qui que tu épouses, c'est pas dans quel milieu que tu côtoies, c'est pas n'importe quel rave que tu vas être. Tu vas pas être muté, jeté là-bas à 74 km de Carpentras et tu vas te dire comment on fait pour la synagogue? Non, je ne vais pas dire, bon écoute, je vais à Copernic parce qu'ils sont ouverts d'esprit. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Ben, ils ne sont pas juifs, mais on va trouver une solution. Non! Tu vas choisir un bon milieu, tu vas choisir une bonne communauté, tu vas choisir un endroit où tes enfants ils vont s'épanouir, tu vas choisir la bonne école, tu vas faire les choses comme il faut. Donc tu vas aménager ton avenir pour qu'ils puissent accueillir. D'accord? Parce qu'avant d'ouvrir l'eau, on a mis en place la plomberie. Oui? Avant d'ouvrir le barrage, on a installé toutes les canalisations pour pouvoir récupérer toute l'énergie qui va être produite par le barrage. C'est pas qu'on ouvre l'eau et après on dit tiens on va mettre des câbles avec des turbines comme ça on va faire du courant. Mais t'es pas au courant toi ou quoi? Non. Donc tu mets en place les choses et après tu ouvres, tu lâches l'eau et d'un seul coup tu te mets à produire du courant. Du coup ton passé, ton présent et ton avenir, ils sont tous sur le mode du respect. Et quand tu es dans cette dynamique positive, pure, sainte, d'être en projection perpétuelle, en rapport avec le divin, bien dans ta mitzvah, bien dans ta Torah, bien dans ton peuple, bien dans ton pays, comment tu vas être touché par le monde extérieur? Comment tu vas être freiné? Comment tu vas être pollué? Comment tu vas être dévalorisé? Mais essayez de passer un paquet à un mec qui est dans le TGV. Tu peux pas, c'est un TGV. Essaye de mettre une baffe à un mec qui est dans le TGV. Tu peux pas, il est dans le TGV. Même si tu veux, non? Donc si tu es dans un TGV s'appelle Torah grande vitesse, d'accord? Si dans un TGV, comment tu vas t'arrêter? Et si toi tu dis, oh le TGV, c'est un peu rapide, c'est un peu beaucoup pour moi, je ne suis pas orthodoxe non plus. Hein. Alors je vais prendre un petit train de banlieue. Le petit train de banlieue, au démarrage, tu peux sauter dedans. Après tu dis, ah quand même, ça bouge un petit peu trop, on va prendre une petite charrette de campagne, bien ouverte. Après tu vas dire, mais ça saute un peu, alors tu sais quoi, on va s'installer sur le banc, on va rester sur le côté, on va essayer de vivre un petit peu dans le milieu ambiant. Et on va s'assimiler ou là, s'intégrer. Et ils commencent les gros mots, les insultes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas là, toi t'es de passage ici, toi tu vas au monde futur. Qu'est-ce que tu viens? Tu nous bouffes notre monde? Toi, tu nous bouffes notre monde, toi? T'as pas compris? Nous on est Esav, toi t'es Yaakov. Et tu veux ce monde-ci et l'autre monde, toi? Alors, antisémitisme. Donc la logique, oui, c'est que nous, on doit traverser ce monde.
On doit traverser. Donc on doit construire. Mais il faut qu'on soit dans le mouvement. Quand tu arrêtes le mouvement, c'est parce que tu ne respectes pas cette force extraordinaire que Dieu t'a donnée qui s'appelle la vie. Encore qu'une personne m'a envoyé un texto, elle m'a dit, mon mari m'oblige à prendre la pilule depuis 8 ans. Se disant, on n'est pas en l'autre, t'as pas fait n'importe quoi. Mais j'ai envie d'aller lui mettre un coup de boule à ce mec. Mais t'as une fille gentille, t'as une fille sympa, t'as une fille sérieuse. Bon, ils ont eu des petits problèmes de couple. D'accord, maintenant ça s'est réglé. Avance. Non, mec, il a peur. Mais le jour où elle pourra plus en avoir, il va commencer à dire, oh, et si on faisait le troisième? C'est fini. La machine, elle marche plus. Tu vois ce qu'il fait Yetzirah? Quand c'est possible, il te prend la tête. Et quand c'est plus possible, il te prend la tête. Non, c'est pareil. Tu es à l'école, travaille. Ah non, moi j'ai pas besoin, moi si je suis pas un faillot. Tu es à l'école, travaille. Tu es au boulot, bosse. Tu es à la synagogue, prie. Ouais, je prie, mais comment on va se marier? Alors je vais aller draguer. Ah ouais, non, non, non. Quand tu pries à la synagogue, le bon Dieu va t'aider à te marier. Tu dis non, non, à la synagogue, je prie dans la rue, je dis ah dommage, alors en boîte de nuit, tu prends un télim. Mais t'as l'air de quoi là? À la plage, tu fais le télim. Tu dis ah, le télim, comme ça, si Dieu veut, je me marie ce matin. À la plage. La plage, tu vas, tu te baignes, tu nages, tu kiffes, tu bronzes. Mais à la synagogue, tu pries, tu te concentres et tu te rapproches de Dieu. Il y a un endroit pour ça, un endroit pour ça. Et bien, quand toi, tu vas prier à la synagogue, tu respectes la synagogue. Et quand tu vas te baigner à la plage, tu respectes la plage. Je me suis dit, oh non. Et quand tu fais du sport, tu respectes ton corps. Et quand tu manges, mange. Quand tu manges, mange. Je ne dis pas, oh Jérôme, oh, c'est trop, c'est trop. Alors arrête de manger. Ouais, mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Alors mange. Ah non, je mange, mais avec la ramma. C'est pour ça que tu grossis. Mange normalement. Tu manges doucement. Quand tu sens que tu n'as plus faim, t'arrêtes. C'est pas évident. Baltachrit. Alors ne commande pas 8 parts de pizza parce que tu es seul. Donc tu respectes ton corps. Tu respectes ton esprit. Tu respectes ton identité. Tu respectes ta neshama. Tu respectes ton image. Tu respectes ta personne. Tu respectes tes parents. Tu respectes Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce monde-ci, il a été créé, l'Obarati et la Lirvodi. Hachem, il a dit, je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. Alors tu crois que le bon Dieu, maintenant, il est orgueilleux et qu'il veut que tu le respectes? Non. Parce qu'on a dit que le droit d'exister, que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc Dieu, il a créé ce monde pour que tu lui donnes, toi, le droit d'exister. Maintenant, quand tu vas respecter Dieu, et tu vas le faire pour le kavod d'Hachem, eh ben, tu vas faire exister Dieu. Or, comme il se trouve que Dieu, il a un seul plaisir, c'est de nous faire du bien, donc en le faisant exister, ben, tu vas te faire du bien. Mais si tu dis, non, non, moi la religion, il ne faut pas exagérer, on ne va pas voir Dieu partout, et puis on se débrouille tout seul, on a un cerveau, on a des bras, on a des capacités, on a une armée. Alors Dieu, il dit, bah, si tu penses que je suis de trop, comme disait cet auteur marocain très connu, débarrassek, débrouille-toi. Et après tu dis, oui, il était
Bachla. Yaakov ben Bachla Sarah. Amen. Ruth Fitoussi. Amen. Et qui encore? Un bébé de. Un bébé pour Levana et David Ishaï. Amen. Et à Mavdi Ben Chaim, on va demander que ce cours soit dédié les Eloun Ishmat pour l'élévation de l'âme de tous les tzadikim d'Israël et en particulier de mon père Abraham Shimon Ben Sifra, Eliyahu Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, le Rav Yosef Chaim Ben Yitzhak, Citruc et le Rav Moshe Ben Rachel. Est-ce que vous avez d'autres personnes que vous voulez? Madame Sadoun, je ne me rappelle pas, j'ai pas son. Il est là-dedans. Ah non, Madame Usan, excusez-moi. Nissim Ben Chnina, Amen. Chana Usan, Moshe Ben Prat, Yitzhak Ben Chana, Amen. Mendel Ben Ruth, Mendel Meyer Israël. Attends doucement. Mendel Ben Ruth et Mendel Meyer Israël. Meyer Israël. Amen. Ilanit Bat. Céline Ruth. C'est les gens décédés. Non, pas du tout. Ah, pardon, excusez-moi. Non, Refouach chez les mains. Ah non, On reviendra après. On va finir déjà. On va les refaire. Excusez-moi. Il n'y a plus personne décédée? C'est fini? Yosef Ben Myriam. Nathalie Sbiro. Kachem Shlomo Ben Moshe. Amen. Kachem élève lors des Shabbat parmi les tzadikim Israël. Et on revient pour les Refouach chez les mains de Meir. On sort les. Madame la. Fleha. Ilanit Bat. Fortune, Bat, Céline Ruth. Doucement. Ilanit, Mazal, Fortune, Bat, Céline, Ruth. Amen. Qu'Hachem nous envoie de la fois chez les mains. Et Mendel Ben Meyer Israël. Doucement. Mendel Ben Meyer Israël. Mendel Ben Meyer Israël. Et l'autre? Ah, c'est un seul. Qu'Hachem leur envoie une fois chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Yakour mardi prochain. Pour ceux qui veulent demain soir, Yakour, à Ranana. Et jeudi à Eilat et Shabbat à Tel Aviv. Amen. Et dimanche à Natania et lundi à Ramot. Et mardi soir prochain ici. Bonne continuation. À Bnei Brak samedi soir. Pour le gala de Cohen Naftali. Bonne continuation. Natania dimanche. Daniel, des fiches de deuxième génération. Absolument. Non, simplement, je vois dans ce cours, vous faites souvent appel à la psychologie, à la psychanalyse. Et quelle part vous lui accordez dans la vie du juif et Katislama. Normalement, si la personne si elle a besoin, la personne, si on arrive à un niveau de pathologie qui nécessite un traitement, j'ai dit c'est bien d'avoir d'être aidé. d'accord, mais c'est une science que vous qui êtes un Pas 100%. S'il y a du bon sens et de la bonne volonté, ça peut remplacer. D'accord, mais ça peut aider quand même. Ça peut aider. Les gens, je dis qui sont en pathologie, les gens en pathologie, ouais. Les gens que ça ne suffit pas de quelques conseils, il faut vraiment un suivi. Là, c'est bien. Mais sinon, des gens qui